bonsoir à tous, bienvenue à Bordeaux, vous écoutez la fabuleuse histoire du catch américain. Il fait pas beau à Bordeaux, on va amener un petit peu de soleil dans vos cœurs. Je suis Norbert Feuillant et j'accueille Rabbi Mentor à notre émission. Comment ça va mon Rabbi? Ça va. Ça va? Ouais. Pas convaincu? Week-end de 3 jours. Week-end, eh bien on est bien, hein? On est Lundi bien. de Pentecôte, hein? Lundi de Pentecôte. On adore Mais la c'était hier. Pentecôte, hein? C'était hier. C'était quoi hier? Mais vu que ça va être mardi. Oui, alors oui, nous enregistrons cette émission vendredi 12 et on la mettra en 13. ligne. On est le 13, oui, Non, vendredi le 13. C'est le seul de l'année. Le seul de, oui, bien sûr. Oui. Et on va la mettre en ligne mardi au plus tard. Au plus tard. On salue Céline qui est avec nous, qui va assister à cette émission comme tous les 15 jours, absolument. 15 jours, c'est féminin. Salut Céline. Marc Blondin est là également aujourd'hui. Barab. Messieurs. Ah ben, tu finis mes 4 phrases, maintenant on reprend. Hein. Oui, mais non, mais Introduis-moi. on a un podcast. On accueille Marc Blondin aujourd'hui. Bilou, ici Marc Blondin. Grand plaisir d'être avec vous ce soir, après-midi, pour être ensemble tous. En tout cas, on a beaucoup de gens qui vont venir nous parler. Papy Rabbi est là également aujourd'hui. Comment ça va, Papy? Bien. Tu vas pouvoir nous La parler mort approche, ça va de mieux en mieux. de mieux en mieux. Oui, Oui, tu es content monde de merde. content de partir de ce monde de merde. Oui, Oui, d'accord. c'est moi ok. qui me suis fait gazer hier à Bordeaux sur mon fauteuil roulant. Oui, attention, est-ce que t'as un peu de fièvre, hein, t'as 49,3 de température, Hein on va faire attention. Papy. Eh oui. En tout cas, on va parler de la carrière du légendaire Scott Hall, aka Razor Ramon. Aujourd'hui, dans la fabuleuse histoire du catch américain. Hey yo, Et il est avec nous aujourd'hui. Comment ça va, Scott Hall? hey D'accord. yo, C'est la seule chose que tu sais faire de Scott Hall? hey yo, Ok, très bien. On a du One courrier. more Merci à tous for de... the good guys. Merci encore une fois à toute la communauté FHCA d'avoir fait de la dernière émission une grande réussite sur l'influence de la télévision dans le catch américain. Merci à nous surtout. On est sur catch-news avec un z.com, sur Mixcloud. L'émission est toujours en 24 heures en ligne plutôt que celle sur YouTube. Si vous écoutez l'émission sur YouTube, il y a le petit i en haut à droite de la vidéo pour voir une playlist qu'on vous aura concoctée pour illustrer la carrière de Scott Hall. Et vous pouvez aller voir mon blog également sur VoxCatch, lambertfeuillant.voxcatch.fr. Merci à Sturi également pour le chouette visuel sur Scott Hall. Je l'ai beaucoup aimé cette fois-là. Moi aussi, bon boulot, c'est bien, on le paye pas pour rien. Ouais. Au moins c'est ça, oui, Voilà. il est blindé grâce à nous, merci en tout cas de lui de faire du boulot. On va écouter Marc Blondin de la lutte WCW. Comment va Michel? Ah, pouf. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui lui arrive? Oh là là, si tu savais mon ami. Ben on t'écoute. Eh bien écoute, je suis en train de le boire. Ah, il s'est transformé en houblon. Oui, alors je l'ai brassé hier. C'est la Blondin Beer. C'est la Blonde Beer. La blonde beer. C'est la Blonde Beer à base de Le Tourneur. Oui. Il est assez goûtu, hein, Dieu son âme. Il est mort. Non, je le bois. D'accord, ok, on salue Il Michel. est en moi. Il est très bon Michel en tout cas. Il est très bon. Ok, écoute, 49,3 on écoute, degrés. on écoute Très bien. le courrier des auditeurs de la fabuleuse histoire du catch américain. Hashtag FHCA, @FHCA podcast sur Twitter. Marc, on t'écoute. Écoutez-moi tous, c'est parti, brab, bichou. Alors, on a un peu la connerie aujourd'hui, hein. Je tiens à signaler à tous nos auditeurs. Hein. Oui, non. Alors, tout d'abord, on part donc sur les réactions d'il y a 2 semaines, hein, de notre émission fabuleuse sur l'influence de la télévision dans le catch américain, ou dans le catch tout court, Américain. américain, Oui. tout court. D'abord, Twitter. Twitter. Le Jobber qui dit qu'il est choqué par les propos de Norbert concernant Hennig. Son seul défaut, la mauvaise tenue de la frisette au cours des matchs. Hashtag PPVAB1, hashtag Lightback. Je tiens à vous dire que je trouve l'analyse brillante en sachant que le sujet n'est pas forcément évident à traiter. Willowstick7 qui dit débite, Krillin qui job, putain des barres. Il y a de très beaux commentaires, en tout cas. C'est vrai qu'on avait bien rigolé. Ah oui. Mathieu qui nous dit encore une très bonne émission. Perso, je pense que l'Empire McMahon est trop installé pour être dépassé ou rejoint. Jack Jones qui nous dit un thème intéressant pour dans un mois, les visages de la WWE et pour vous ce que doit être un vrai visage WWE. C'est un très 2 bon yeux, thème. un nez, une bouche, à savoir que Mysterio n'est donc pas valable. Lucas qui nous dit, vu qu'il était dans la playlist du podcast, je suis en train de me mater le premier Raw. Pas mal. Et donc, si on suit tes critères, Pierre Carlouette non plus. On n'est pas. Oui, non, pas 2 yeux, non. Foutu. Foutu. Et ça va être un été très foutu avec l'Euro, notamment.
Oui. Alors, maintenant, on part sur Facebook, pas grand-chose sur Twitter. Facebook, Facebook. Florent Alliot qui nous dit toujours un plaisir de vous écouter. Merci à vous, un vieil auditeur. William Close qui nous dit attends, Krillin c'est un jobber, haha les cons. Non mais oh, ça va pas ou quoi? Mais sinon, bonne émission, la promo d'Andy Kaufman avec le savon pour les gens de Memphis. Mais ta gueule! Mais ton jingle Facebook. Mais quoi? Je crois que je vais le cutter Oui. en montant et je vais le garder pour toutes les émissions. Oui, ben d'accord, mais laisse-moi parler. Oui, merci Oui. Marc. Bah de rien. La promo d'Andy Kaufman avec le savon pour les gens de Memphis apparaît dans Man on the Moon. Pour la prochaine émission, un mec qui se recoiffe avec la bière qu'on le jette dessus. Shawn Michaels, rien qu'en l'éclaboussant de son charisme et prête sa ceinture à un Zack Ryder âgé de 9 ans. Et pour moi, forcément une légende. Et il paraît qu'il lui est arrivé de botcher, mais je n'y crois pas une seconde. Scott Hall est innocent. Tout est de la faute de Nash. J'ai eu un petit problème de Word. Il nous dit aussi que nous n'avons pas abordé la question des angles de caméra et des coupures publicitaires qui ont quand même changé des choses dans la manière de catcher. Et c'est vrai qu'on a oublié, on oublie tout le temps un truc, chaque émission. En effet que la télévision on catch pas comme en live et les angles de caméra ont notamment aidé à cacher les botches. Enfin ici ça sert à ça aussi. Les changements de Oui. Parce que vous voyez pas comment Rabi me regarde, je comprends pas ce qu'il a. Il est peut-être un peu bon. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, de toute façon, les mouvements de caméra WWE donnent toujours de l'impact aux prises pour donner justement l'impact qui n'y est pas dans les coups. On se rappelle surtout, moi je me rappelle surtout des assauts du Shield. Du Shield. Du Shield, quand ils faisaient leurs attaques à 3 contre 1, où à chaque fois il y avait vraiment des zooms avant, arrière, un bordel de caméra incroyable. Des mouvements de caméra tout le temps, un montage un petit peu foufou, des explosions par-ci par-là, un fond vert incroyable, des aliens. Non mais oui, c'était pour montrer justement que c'était sauvage. Oui. Donc oui, c'est la réalisation, le montage et la publicité. D'ailleurs à Raw, ils ont enfin eu la bonne idée. Dans le match à élimination là, entre le club et la famille, voilà, d'éliminer quelqu'un pendant la pub. Moi j'aime bien ça. Ouais, je trouve ça plutôt pas mal. Ça donne un côté imprévisible. Et, C'est ça. Il s'est passé quelque chose pendant la pub, alors que d'habitude c'est juste une resthold quoi. Là c'est, moi j'aime bien. En plus c'est un Uso qui s'est fait éliminer. Bon, AJ Styles pendant la pub c'est un peu con. Tu vois. mais un des Usos, bon ouais ça passe quoi. Et également il y a la Lucha Underground qui est en train de prendre le parti de modifier un petit peu les codes de la manière dont est réalisé un show de catch aussi. Parce qu'ils ont des angles de caméra qui peuvent être assez déstabilisants quand on connaît pas du tout et qu'on est très très attaché à la manière dont c'est filmé. Parce que les codes de caméra n'ont pas beaucoup évolué dans les dernières années, en tout cas depuis les Monday Night Wars. Et la WWE qui a essayé de mettre un peu plus de mouvement dans ce qu'il faisait, mais la Lucha Underground est en train de le prendre, one step further, comment on dit, Une étape au-dessus. Une étape au-dessus, si tu veux, et un cran au-dessus. Et aussi un cran au-dessus, et aussi la manière dont ils tournent leur promo Lucha Underground qui peut être assez novateur et pionnier de quelque chose de tout à fait nouveau. C'est vrai. Je suis d'accord. J'ai l'impression de regarder une série HBO, et là on aurait pu en parler dans l'influence de la télévision de la Lucha Underground en tout cas. Bon, HBO, bon. Alors j'exagère, mais t'as l'impression de vous regarder une série, quoi, tu vois. Oui. Allez. HBO, bon. Grindcore malade, inutile de vous le redire, mais c'était encore une fois très intéressant. J'en profite également pour vous proposer un éventuel sujet pour une prochaine émission. L'histoire du titre intercontinental de la WWE, cool. Avec notamment une question qui me trotte depuis un moment. Ce titre est-il un tremplin pour le sommet ou un cadeau empoisonné, notamment pour pas mal de gars coincés en mid-card quasiment toute leur carrière, à cause de ce titre, à cause entre guillemets. À vous de voir si cela mérite une émission entière. Voilà un dernier truc, Mentor is God, on ne le dit pas assez souvent, la bise, c'est vrai. Et c'est un sujet où on va en débattre, en tout cas avec Rabi, pour savoir si on le fait dans un mois ou un peu plus tard. En tout cas, dans 15 jours, nous parlerons des babyface de l'histoire du catch américain. Olivier Pinson, non mais vous n'avez pas le droit, cette émission est la meilleure depuis le début, ce cours d'histoire du catch amélioré avec les enjeux télévisuels, c'était franchement cool, on apprend tout le temps durant l'heure 3/4, je suis fan de l'histoire du catch, ça permet de comprendre beaucoup de choses, Norbert et Rabi vous comptez très bien, et je remercie au passage Marc pour son travail également, c'est moi. Grand merci à vous trois, hâte d'écouter la suivante. Jérémy Wick, émission très cool encore une fois, très instructive, j'aime beaucoup les discours de Papi Rabi, ou Rabi avec un Y, non c'est avec un I. J'ai également bien aimé le petit passage où vous parlez du kayfabe et je me demande si ça peut, encore un problème de word, excusez-moi, si ça peut être un sujet exploitable pour une prochaine émission. Bonne continuation à vous, ching chong ching chong. C'est un bon sujet ça également. Schmirlap Kundelik. Kundelich. Kundelich.
Kundelich. C'est pas un sèche-linge, c'est un Kundelich. D'accord. C'est vrai que c'est important. La réalisation, je me souviens d'un match No Holds Barred entre les Dudleys et les New Age Outlaws dans un pay-per-view de la TNA qui avait été complètement ruiné par la technique. Ils n'ont capté aucun spot et on voyait que les mecs sonnaient, mais jamais se prendre un coup. D'autant plus dommage que la rivalité avait été bien construite. C'était en gros le match pour déterminer qui était la meilleure équipe de l'univers de tous les temps. Encore une réussite de la TNA. Très bonne émission, mais ça devient la routine, toujours lui. Hein. Petite déception, je n'ai pas vu les bites et les culs sur Twitter. Je suis sûrement arrivé trop tard. Non, il faut taper juste FHA et pas hashtag FHA. Oui. Sinon, je suis d'accord avec votre analyse. La WWE gère particulièrement bien le passage au tout Internet. La télé, c'est déjà le passé. Le vieux Vince l'a bien compris. Le network est une réussite avant-gardiste qui n'a, à ma connaissance, pas d'équivalent dans le monde de la pop culture mainstream. Le VKM, c'est vraiment loin d'être un charlot. Je tiens aussi à vous remercier pour les conseils de lecture. Je suis en train de dévorer The Death of WCW. C'est passionnant. Pour la question qui tue, dans un avenir proche, potentiellement, je ne vois que la NJPW qui serait susceptible de concurrencer la WWE, mais il faudrait que les Japonais se décident à vraiment attaquer le marché international en investissant pour présenter un produit plus joli et plus attirant pour les Occidentaux que ce qu'ils proposent actuellement. J'arrête là, merci pour cette émission, et vivement la prochaine sur Scott Hall, le catcheur favori de ma jeunesse. J'ai encore en mémoire de claques derrière les oreilles de Randy Savage quand il est arrivé à Stamford. Longue vie à FHCA. Et c'est une excellente analyse de Kundelich sur la place que pourrait prendre NJPW à très long terme. Et bravo à lui. La fabuleuse histoire du catch américain, c'est aussi votre émission. Merci de nous apporter des commentaires pertinents à tous. N'hésitez pas à continuer sur Twitter, Facebook ou YouTube. Salut à vous et encore bravo pour un FHCA mené de main de maître et d'avoir parlé d'époque de catch très peu traitées dans les publications spécialisées. C'est bien sûr Christophe Joblin, comme vous l'aviez compris. Pour en revenir à votre question qui tue, ça m'a inspiré aussi une autre question qui tue, ou du moins une question qui fait bobo. BO. Vous aviez parlé de la probabilité d'un possible concurrent à la WWE, j'ai envie de vous demander l'inverse. Prenons l'hypothèse un peu farfelue, je reconnais que dans un avenir proche, suite à un événement cataclysmique, scandale à l'ampleur gigantesque, crash boursier ou je ne sais quoi, la WWE vienne à couler. Qu'adviendrait-il du catch aux États-Unis? Est-ce qu'une autre fédération parviendrait à tirer son épingle du jeu ou est-ce que cela signerait le retour à une situation similaire au temps des territoires? Et que se passerait-il pour le roster de la WWE? Accepterait-il de repartir sur de plus petites structures aux USA? Ou bien assisterions-nous à un exode massif d'une grosse partie du roster à l'étranger? C'est chaud ça, c'est une catastrophe. Ouais, non mais là c'est du fantasy. Non, c'est pas du. Moi je pense qu'actuellement, ouais, ça repart sur des petits territoires, oui. Des chaînes locales, des trucs comme ça. Il y aurait peut-être des contrats télé US à échelle nationale, mais rien de. Il n'y a rien qui dépasse le 1 de rating ou même le 0,5 à part WWE qui fait en plus des ratings de merde actuellement. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui ait suffisamment d'argent pour tout reprendre à zéro et Oui, mais reprendre se relancer. Oui, mais reprendre à zéro quoi? Parce que quand on a Ted Turner qui reprend la WCW, c'est déjà une marque établie. Il a réinjecté un maximum de thunes dans une promotion qui existe depuis 70 ans ou 80 ans ou je sais pas combien. Aujourd'hui, il n'y a aucune promotion, même avec de la thune, qui actuellement pourrait arriver au standard que WWE a aujourd'hui. Il faudrait du temps, je dis pas que c'est impossible. Actuellement, si demain WWE explose, le catch américain meurt pas, c'est pas le souci. Mais il y aurait pour moi, une grosse période de creux. En tout cas. Après le scénario catastrophe, ça dépend justement. Il a dit quoi? Que c'est quoi les propositions? Qu'il y a un crash boursier ou que la WWE mette la clé sur la porte? Oui, voilà, la WWE met la clé sur la porte et les catcheurs, c'est des free agents. Après, forcément, si tu ramènes John Cena, je sais pas, non, pas TNA, fait chier. Lucha Underground ou même TNA, bon, peu importe. Oui, tu auras de la visibilité, mais aujourd'hui, mec, quand tu as une promotion qui a déjà tous ses catcheurs, qui fait en gros 2.5 de ratings, je vois pas pourquoi, parce qu'ils iraient chez Lucha Underground ou qu'il y en ait un qui irait là, un qui irait là, un qui irait là, ça donnerait plus de visibilité à la promotion, mais ça amènerait pas à un boost immédiat, en tout cas, de ratings ou quoi que ce soit. Je pense qu'il y a personne aujourd'hui, il n'y a pas un Hogan, il n'y a pas un Austin, il n'y a pas même un Goldberg à l'époque qui aurait pu faire des choses comme ça, il n'y a pas un The Rock. Pour moi, il n'y a pas un mec comme ça aujourd'hui qui peut changer les choses à lui tout seul. Et pourquoi pas si WWE mettait la clé sur la porte pour une raison ou une autre, scénario catastrophe encore une fois, est-ce qu'il pourrait pas y avoir un conglomérat de catcheurs qui montent une promotion? Si, mais encore une fois, dans l'état actuel des choses aujourd'hui aux États-Unis, je pense pas que ça changerait quoi que ce soit. Il y a des fans de catch, le marché
du catch marche bien. Mais après, pardon, au niveau télé, je pense pas que ça changerait quoi que ce soit. Après, par contre, pour les salles, pour faire des shows, pour amener des gens dans les salles, je pense que ça pourrait bien marcher ton idée. Là, par exemple, si t'as un mec comme John Cena qui monte sa promotion avec, je sais pas, Avec Hunter et Orton, par exemple. avec Hunter, Orton, tu prends Seth Rollins et pas Lesnar, mais Nakamura, tiens, pour Ouais. déconner. Enfin, non, pas pour déconner, mais bon, bref, tu vois ce que je veux dire. Je pense que ça peut ramener du monde, ouais. Après, de là à savoir si au niveau télé, ça pourrait ramener autant de gens, autant de sponsors et autant de thunes que WWE a actuellement, il faudrait, je pense, il y aurait une période de latence de facilement 3 ou 4 ans. Mais c'est surtout parce que quand tu montes une promotion, il faut commencer par les salles avant de décrocher de la Oui, télé, quoi. c'est Faut ça. laisser de l'argent au show et C'est ça, donc faire des tournées et promouvoir localement, quoi. au niveau télévisuel, en tout cas, il y aura un gros trou laissé par WWE. Un De gros la- trou télévisuel qu'on n'a pas vu depuis Clara Morgan, par exemple. Comment tu veux que je rebondisse Ah, bah, je là-dessus sais pas, mais ça me fait plaisir. C'est Ça me fait plaisir. oui, ben je comprends. Bon, ben d'accord. Écoute, voilà, d'accord. Voilà, je suis d'accord. Mais en tout cas, c'est intéressant. Non, c'est une très très bonne question. Merci à Christophe, merci à tous les gens qui nous laissent des commentaires une nouvelle fois. On a quoi d'autre, mon Marco? On a le tube. Le tube. Tube. Ça Mister- peut pas marcher à tous les coups. Ça Non, peut pas on marcher à tous les coups. refait. Non. Ah si, mais la dernière fois, il était bien. YouTube. YouTube. Fais Il est bien celui-là. Paix à l'âme de Umaga. Manga. WrestleMania 24, il y a des fans qui ont essayé de lancer le genre Umaga, Umaga. Ça n'a jamais pris, c'est dommage, nous on était super fans en tout cas. Et par contre, pourquoi William Regal, à chaque fois qu'il a annoncé Umaga, il disait Manga. Ah, c'est dans le gimmick du mec qui est pas du tout dans son univers avec un sauvage comme Umaga. Tu crois? Bah, l'idée de le personnage C'est de une Regal, private c'est que c'était un gros snob, Oui, mais de là à c'était quand dire même un bourgeois et Manga. tout, et il est pas au fait non plus de tout ce qui se passe en dehors de l'anglais poche, quoi, tu vois. C'était hyper drôle. C'était super drôle. Bon, parlons Marc. Ouais, bon, c'est bon, prenez un hôtel, hein, les gars. Mr. Moonlight, une question sur les livres. Est-ce que le fait de ne pas recommander les livres de folie est lié à un oubli ou quelque chose qui vous a déplu ou moins intéressé que dans ceux que vous avez proposés? Alors moi j'ai pas pensé parce que j'ai jamais réussi à le finir, il est très long le livre de folie. Alors moi, par contre, c'est juste que j'ai pas pensé. Comme j'oublie très souvent des choses, mais oui, bien évidemment, surtout le premier. Le deuxième est un peu moins bien, mais toujours hyper cool. C'est... Par contre, sur le coup, sans Mick Foley, je pense qu'on n'aurait pas eu tous les putains c'est de le bouquins premier, oui. qu'on a aujourd'hui. En effet, vu que c'est le premier qui a été... Dans le premier, moi je dis Best-seller Dynamite de- Kid, mais lui ça a été un best-seller, ouais, Mick Foley, c'est pour ça, il a mis tous les autres sur la carte. T'es sûr que le Dynamite Kid, c'est... Je me demande si c'est pas avant. C'est 2000, Ah, Mick c'est Foley. Non, enfin, bon bref, je sais pas. Au final, j'en sais rien. Mais oui, c'est Mick Foley qui a... c'est Jericho, il a écrit des livres qui sont hyper cool d'ailleurs. C'est un gros marque, mais après, bon voilà. C'est pas mal non plus, hein. Mais oui, non, ceux de Mick Foley, ils sont excellents. Et même si j'imagine que ça va être difficile de le faire de façon exhaustive, est-ce que vous pourriez nous dire quel livre vous avez lu en 2 mots, ce que vous en avez pensé, et toujours dans les témoignages et le shoot interview, quels sont les meilleurs shoot interviews que vous avez vus? Et quels sont les mecs que vous avez trouvé les plus surprenants, intelligents, honnêtes ou drôles en shoot interview? Je demande ça parce que personne n'a des plaisirs de regarder une shoot interview, aussi de voir l'homme derrière le personnage. À titre d'exemple, j'ai beaucoup aimé la shoot de Scott Norton par RF Vidéo. En sent un mec posé, intelligent, passionné par le business. Tiens, et tant que j'y suis, est-ce qu'il y a un mec autre que Vince pour lequel vous aimeriez ou auriez aimé lire ou écouter une shoot interview? Alors en ce qui concerne les bouquins, c'est un peu trop long parce qu'on en a lu pas mal et on va perdre pas mal de temps pour les shoot interviews. Justement, toi tu me disais que tu aimais beaucoup écouter Scott Hall en shoot interview, Ravi. Ça rejoint le sujet, en tout cas. Oui, j'aime bien Scott Hall. Oui, il est chouette. Il était surtout agréable là, dans le truc sur le network que j'ai vu. Après, tu vois, par exemple, ce qui est pour rejoindre un petit peu ce qu'il dit, Monsieur Moonlight, c'est que j'aime pas du tout Shane Douglas, mais je l'avais vu chez Kayfabe Commentaries. Il était plutôt hyper cool en fait. Et t'es un peu déçu, t'es là, tu fais non, j'aime bien pas l'aimer. Tu vois, j'aime bien pas l'aimer, et en fait, il était agréable à écouter. Cornet c'est fun aussi. Cornet c'est super fun. Cornet, c'est mon préféré. Alors moi, j'en ai 2 préférés de toute façon à écouter parce que je regarde beaucoup de shoot interviews, de vidéos, trucs comme ça, enfin surtout à une époque. Jim Cornette et Raven,
C'est mes deux préférés à écouter. Kevin Nash est très drôle aussi. Si vous voulez Kevin vous Nash marrer, est surtout très drôle. si vous voulez vous marrer et que vous connaissez bien l'histoire du catch, regardez celle de Bret Hart aussi, qui sont ils tirent à boulet rouge sur tout et n'importe quoi depuis 2-3 ans. Là, c'est Ah oui, et puis alors lui, c'est même pas dans les shoot interviews, il va dans les médias, il cause, il s'en bat le nœud, hein, lui. Après, de toute façon, les shoot interviews aujourd'hui, ça existe plus vraiment, vu que les shoot interviews, maintenant, c'est des interviews tout court. Au final, vu que le kayfabe n'existe plus, mais les shoot interviews chez Kayfabe Commentaries de Jim Cornette, la timeline 97 est super. Et Secrets of the Ring de Raven, c'est en 5 volumes. Où, pour vous préparer justement à notre émission, où il dit comment être un bon babyface, un bon heel, la psychologie dans le ring. C'est quoi les autres volumes? Bon, j'ai oublié, mais c'est, enfin, moi j'adore Raven, c'est passionnant, il se la pète. Non, par contre, quand il vient dire, oui, moi chaque match de Raven était différent, je m'adaptais à mon adversaire. Chaque match, il y avait vraiment l'estampe Raven dessus, mon cul sur la commode. Mais il est passionnant à écouter parce qu'il est passionné. Parce qu'il dit comme Jim Cornette, tu vois, qui est passionnant à écouter, parce que tu sais que le mec, même si je suis pas d'accord avec tout ce qu'ils disent, parce que c'est vraiment Jim Cornette, c'est un old-timer. Il rebookait l'invasion, je l'avais vu, il rebookait l'invasion, je crois que c'était lui, où il y avait Terry Funk dedans. Enfin bon, bref, t'arrivais à WrestleMania 17, je sais pas quoi, ou je sais plus exactement, enfin bon bref, c'était ridicule. En gros, c'était ses catcheurs favoris. Voilà, c'était genre Terry Funk contre Ric Flair, Mick Foley contre machin. Triple H, non, il a jamais drawé contre Booker T ou je sais pas quoi, bon bref. Des trucs où t'es là, tu fais bon, ok. Mais oui, non, enfin moi c'est mes deux préférés. Kevin Sullivan aussi, je le conseille aux gens. Il est plutôt cool en interview quand il fait du fantasy booking notamment. Ouais, je l'avais vu, qu'est-ce qu'il avait rebooké lui? C'était pas la période de Hulkamania sans Hogan? C'est peut-être ça, je sais plus, mais c'était assez intéressant. Et, celui que je vous conseille pas par contre, aide-moi, comment il s'appelait celui qui était à Karamit au début là? Le général colonel Parker, je crois, non, attends. Tennessee Lee, là. Non, pas Tennessee Lee. Le premier manager d'Harlemite, qui était le propriétaire terrien qui avait ses esclaves, là. C'était Harlemite, c'était ça le gimmick au début. Attends, continue, je cherche. Je sais plus son nom, en tout cas. Oui, pour les shoot interviews, je recommanderais Cornette ou Raven, parce que après, moi, je regarde pas tant que ça, c'est toi souvent qui m'en. Ouais, moi j'adore ça. Qui me montre des choses. Après, quand on va retrouver le nom, on va faire vite, on est déjà à 20 minutes de mail. Mais merci, encore une fois, je crois que c'est une des séries de commentaires qu'on a eu entre deux émissions, les amis, qui est les plus pertinents. C'est assez passionnant de parler de vos messages. N'hésitez pas sur Facebook, sur YouTube ou sur Twitter. Alors, le colonel Rob Parker, c'est Robert Fuller. Voilà, Robert Merci Fuller. beaucoup. Désolé d'avoir perdu du temps, c'est Robert Fuller. Ne regardez pas lui. Il sert à rien ce mec, et il se la pète. Oh là là, il faisait des storylines de merde sur la WWF pour arriver à WrestleMania 10 avec Shawn Michaels. J'étais effondré. Voilà. C'était terrible. Allez, on continue, excuse-moi. Alors, Brian Danielson qui nous écoute toujours. Salut Brian, salut D. Brian. Super émission comme d'hab, le sujet m'intéressait pas plus que ça, mais c'était vraiment cool. Et est-ce que vous pensez que dans quelques années, voire 3 ans, la WWE passera à Raw sur le Network parce que Internet c'est l'avenir, même si la WWE se fait un max de pognon avec USA Network? Ils n'ont pas vraiment d'intérêt à mettre Raw tout de suite sur le Network. Ils ont plutôt intérêt à ce que des gens regardent l'USA Network avant d'aller sur le WWE Network. Complètement d'accord. Aucun intérêt. Ayabrea 45, super podcast, grâce à vous j'apprends beaucoup de choses sur le catch rétro car j'ai commencé à suivre en 2004. J'ai quelques thèmes à proposer, les meilleurs repackaging, Benoît, Eddie ou les deux. Les plus grands innovateurs du catch sur le plan du gimmick ou de la technique, les stars qui n'avaient pas le physique pour le devenir, ou les meilleurs feuds. En tout cas, très beau repackaging de Chris Benoit qui a été repackagé en Charles Manson en 2007. En tout cas, c'est vrai que c'est le plus beau. Tu sais qu'il avait écouté Helter Skelter a priori juste avant. Non, c'est vrai. Non, enfin Charles Manson oui, mais pas Benoît. Ah d'accord, je pensais que tu me donnais une vraie info. Pardon, j'ai pas suivi la blague. Quel con lui. Bon, Manuel Manéval, j'adore votre émission, je ris de bout en bout. Et oui. Team Emu Test, est-ce que vous avez vu Camp WWE sur le network? Pas Si encore. oui, qu'en avez-vous pensé? Très bonne émission. Non, pas encore non Pas plus. encore, mais on va le faire par contre, ça nous intéresse. Maxime Lobréo, y a-t-il eu des livres de catcheurs traduits en français? Pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance non plus. Et de toute façon, ce sera mal traduit. Oui, c'est sûr. Voilà, C'est à sûr. part si c'est vraiment un gros fan de catch qui traduit, mais non, faut les lire en VO, voilà. Et enfin, après, il y a Vincent Foucault qui dit qu'il veut partir de la chaîne parce que c'est pas intéressant. Et qui se casse.
Non, mais après, il a le droit de pas trouver ça intéressant. Oh, moi, je suis pas convaincu quand même. Hein. Moi, je trouve ça passionnant. Et d'ailleurs, il y a le dessinateur, parce qu'il nous met over, donc on le lit. Et inintéressant, j'ai jamais écouté une émission de catch aussi passionnante et hilarante. Le seul duo à m'avoir fait le plus marrer, c'était Raymond Rougeau et Guy Auré de la grande époque. Deux de nos plus grandes inspirations, c'est mon commentaire préféré en tout cas. Merci au dessinateur. Oui, merci, parce que c'est gentil. Merci à Marc Blondin. Bah, c'est moi, mais je reviens tout à l'heure. Hein. J'espère que tu reviendras tout à l'heure, tu nous parleras de la lutte WCW avec l'ordre du Nouveau Monde. Parce que Blondin à la NWO, c'est pour la vie. Je vais aller voir Hollywood Hogan par en arrière. Ouais, par en arrière. Par en arrière. Hogan, il va le prendre par derrière, tu vas voir, ouais. On va passer à Scott Hall, personnage du catch extrêmement influent, légendaire, extrêmement populaire depuis toutes ces années. Tout le monde, tous les fans de catch. Alors nous, on est content de faire cette émission parce que les années 90, c'est quand même notre dada et c'est facile pour nous. Moi, j'ai commencé en 91. C'est facile pour nous de parler de Scott Hall, Razor Ramon, qui fait partie de ces tontons du catch dans notre vie, qui nous ont bercé un petit peu. C'est faisait partie de nos premiers catcheurs préférés. Moi, c'est toujours un des miens en tout cas. Papy Rabi, est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Ton ressenti sur Scott Hall, sa carrière, Razor Ramon, tout ça? Scott Hall, j'ai envie de te dire, Scott Hall, pour moi, c'est quelqu'un qui a eu la carrière qu'il méritait. Cela dit, avec un petit coup de tonus en plus. Sans ces démons, il aurait pu être au moins champion du monde, ce que je comprends pas d'ailleurs, parce qu'à WCW, quand même, tout le monde a été champion du monde. Faut pas déconner. Après, c'est vrai qu'il était sous quand même 24/7 là-bas. Ça aide pas non plus dans l'absolu, hein. C'est sûr. Bon, David Arquette a été champion. Bon, mais Ouais. Mais Scott Hall, oui, catcheur très intéressant, un génie, hors des rings. On va en parler, ouais. Et un mec surtout très intelligent et surtout, j'ai envie de te dire, pour moi, qui ai grandi avec la guerre, j'ai envie de te dire, Scott Hall, mais quelle belle histoire. Très très belle histoire, en tout cas, de rédemption, de regret. Scott Hall qui est ambivalent dans la mesure où il incarne avec le Kid, avec Sean Waltman, à la fois le côté sombre et le wrestling mind de la clique. Ça, c'est quelque chose qu'on a souvent lu, que Scott Hall, quand même, c'était pas le dernier des cons et que c'était le génie créatif de la clique. Oui, il a... Pardon, excusez-moi. Il a trouvé, oui, plein d'idées. Je l'avais déjà dit pour WCW Sting. C'est lui qui donne l'idée de The Crow à Sting, justement. Ouais, après, ça doit être un gros cinéphile, puisque après, on en parlera. J'y viens juste après. Voilà. Oui, et les matchs, c'est lui qui avait souvent des idées pour mettre en place un match, même quand c'était Nash et Michaels qui s'affrontaient. Il donnait des idées, comme le Kid, qui était le baromètre de la clique, justement. Dès qu'il y avait un nouveau gars qui arrivait à la WWF, hop, on les faisait affronter le Kid, et s'il n'avait pas un bon match contre le Kid, il serait jamais poussé. C'est assez dur quand même, parce que tu peux être dans un mauvais jour tout simplement. Après, les mauvais matchs du Kid, ça se compte, franchement, c'est quand même... Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y en a pas beaucoup, mais après, bon, c'était la clique aussi à l'époque, c'était rude, dans l'absolu. Mais voilà, si tu n'avais pas un bon match avec le Kid dans les house shows où tu étais à tes débuts, eh ben, tu resterais en mid-card, au mieux. Shane Douglas, bonjour. Ce qui Chris Candido aussi pour d'autres raisons. Ça, on en a déjà parlé dans l'émission sur Shawn Michaels. Donc, le wrestling mind, l'homme de l'ombre de la clique, en tout cas, Scott Hall. Alors, parce que Vince McMahon, Vern Gagne, Jim Ross, Pat Patterson, autant de noms prestigieux de cadres du catch dans les années 80 et 90, ont tous cru en Scott Hall. Il était vu comme le nouveau Golden Boy. Après Hogan, à la AWA notamment, quand il déboule, on est en 83 ou en 84, en 83, 84 pardon. Scott Hall qui déboule à la AWA et il est censé remplacer le vide laissé par Hogan, qui vient de rejoindre la WWF de Vince McMahon juste avant, 2 années, pratiquement 1 ou 2 années avant WrestleMania. Et on voit en lui un babyface qui fonctionne à mort. Scott Hall, ça marche à mort à la AWA. Il sort de je sais plus quel territoire, je crois que c'est la CWF, Championship Wrestling from Florida, où il a été sous la tutelle de Barry Windham, notamment de Mike Rotunda, le beau-frère de Barry Windham, IRS, que vous connaissez bien si vous suivez le catch dans les années 90. Et là, il va rencontrer Kurt Hennig, notamment, qui va être une énorme influence sur sa carrière. Et Vern Gagne veut pusher Scott Hall, le physique de Scott Hall à l'époque.
On a commencé à l'appeler Magnum Scott Hall, après c'était Big Scott Hall, la grosse moustache, un corps extraordinaire. Il était huge. Il était huge et il Si avait on l'a une vu- patate Scott Hall, une pêche. Si vous l'avez vu qu'à la WWF, faut voir les photos de lui dans les années 80, où il est 1,5 fois plus gros, quoi. Il est énorme. A priori, la première erreur de Verne Gagne vis-à-vis de Scott Hall, ça a été de lui demander de quasiment lutter comme Hogan. Parce qu'il était tellement obsédé par le départ d'Hogan, Verne Gagne, qu'il avait besoin de quelqu'un pour le remplacer. Ah, ça peut se comprendre, mais c'est une connerie. Non, à la AWA, rencontre avec Kurt Hennig et champion par équipe avec Kurt Hennig notamment, ils battent Jimmy Garvin et William Regal, à l'époque Steven Regal, comme un territoire de ouf quoi, la AWA. Quand tu vois les catcheurs qu'ils avaient, c'est quand même pas rien. Et il va commencer à se frotter au plus grand. Il a des combats de championnat contre Stan Hansen notamment. Et Rick Martel. Et ça, c'est assez symbolique de la suite de la carrière de Scott Hall à la WWF. Mais Scott Hall va partir. Quand il voit que la AWA est en train de mettre la clé sous la porte vers 1989, il va prendre un petit hiatus en repassant par la NWA. Et surtout, il aime pas le temps qu'il fait là-bas. Sur le territoire. Il aime pas le froid, et il dit je reste pas, il fait trop froid en Floride, je me casse. Bah, il a bien raison. c'est déjà une idée de Scott Hall. de Scott Hall. Oui, ça montre le personnage. Il s'en bat l'oignon quand même. Scott Hall, il sait qu'il va se faire du fric. Il a un rapport à l'argent qui est assez démesuré. C'est un des premiers quand même à avoir des contrats aussi élevés. Ça ce sera un peu plus tard, au milieu des années 90. Il a un rapport à l'argent qui est quand même assez tendu, Scott Hall. C'est Chief Jay Strongbow qui avait dit à Kevin Nash et Scott Hall, à la WWF, dans ce business, vous pouvez avoir deux choses. Soit des amis, soit du pognon, mais pas les deux. Et eux, en fait, leur but, c'était d'avoir les deux. La clique, c'est exactement ça. Ils ont trouvé des potes. Ils sont restés à 5 ou 6, là, je sais pas combien ils étaient exactement. Et ils se sont dit, on est entre potes, on va rester entre nous, et on va se faire du pognon entre nous, parce qu'on veut du pognon. On veut du pognon, et ils ont eu du pognon. Un max de fric. Scott Hall et Kevin Nash, ils ont fait un maximum d'argent. Ils ont pris en otage complètement. Mais après, on en reparlera quand on arrivera à WCW. Et déjà, c'est pas super la vie perso de Scott Hall, parce que dès 83, il est accusé de meurtre au second degré. Il descend un gars dans une boîte de nuit, à la sortie d'une boîte de nuit où il travaillait, Scott Hall. Bon, après, c'était un showdown avec des guns, donc c'est lui qui a tiré le premier, Scott Hall. Il a été acquitté. Et apparemment, c'est le début de la vie addictive de Scott Hall, qui a des problèmes à la maison aussi. Il a 2 gamins, il est toujours sur la route. Et Scott Hall va vite choisir la fête, l'argent que génère le catch, les meufs et les hôtels à sa famille. Et ça va lui coûter sur le très 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 long terme. Mais là, on n'en est pas encore là. Il va repasser la NWA en 89 après la AWA par Jim Ross qui le recrute à la NWA dans le cadre d'une volonté de donner une cure de jouvence à la NWA. Il est appelé avec Pillman et Sid Vicious notamment. C'est le deuxième gros gage de confiance qu'on donne à Scott Hall, par Jim Ross en tout cas. Ouais, c'est marrant quand on fait des émissions comme ça en 2016, de dire que la jeunesse à l'époque c'était Scott Hall, c'est Sid et Brian Pillman. Ouais. Mais oui, c'était une bonne idée. Bah, après, ça Ça n'a pas marché. Mais de là à savoir si ça n'a pas marché, est-ce que ça a vraiment été suivi? Ça, c'est une autre affaire. Il va jobber beaucoup à la WCW après. Scott Hall, on n'y croit pas plus que ça. Il y a un combat marrant que je vais mettre là dans la playlist où il est avec Oz, donc Kevin Nash, leur premier match en équipe. Donc Diamond Stud et Oz contre je sais plus qui. Enfin, c'est assez marrant de voir Nash et Hall. Mais après, de toute façon, c'est l'époque WCW où il n'y a rien qui marche. Ça reste quand même une période, le début des années 90, où WCW, ça reste quand même assez vilain. C'est le début d'une sorte de reboot. En gros, ça. Ils savent pas où ils sont, ils ont été rachetés. Ils savent pas exactement où ils vont. T'as Ric Flair qui se barre en 91. Ils partent sur Luger et en fait, sur Windham, Luger, ils savent pas trop quoi faire, ils ont pas de star. Il y a Sting qui débute juste. Il passe à côté d'Austin un peu plus tard aussi. Voilà, c'est une période qui sert pas à grand chose quand même chez WCW quoi. Et Scott Hall va être recruté par WWF. Il va débuter, je crois que c'est en août 92, le 8 août 92. C'est son premier match. C'est le 8 ou le 9? C'est le 8. C'est son premier match contre un le jobber. Et on parlait du génie de Scott Hall. C'est ce que Vince McMahon a cru, avec Pat Patterson, que Scott Hall était un véritable génie. Parce que Scott Hall propose son gimmick de Razor Ramon à McMahon et Patterson en faisant en moitié une blague. En disant je pourrais être un Tony Montana, il va s'inspirer de Scarface, il va piquer des catchphrases de ce film. Et McMahon, qui n'a jamais vu Scarface, pas de Patterson non plus, vont dire quelle idée de génie.
Et Scott Hall leur dit pas que c'est pas de lui en fait, il a pompé l'idée à Scarface et McMahon va voir en Scott Hall un Golden Boy aussi quoi. Bah, quand t'as un mec Après, il faut aussi avoir l'idée de s'inspirer de quelque chose. Tu t'inspires toujours plus ou moins de quelque chose pour trouver des idées. Mais le truc, c'est qu'en effet, Vince McMahon, on a toujours dit, lui, il vit dans sa bulle. Je sais même pas s'il a déjà vu un film dans sa vie, le pauvre. Mais voilà, si t'es pas au courant et que t'as le mec qui arrive et qui te fait, alors j'ai une idée pour mes vignettes, pour comment je vais être habillé, comment je vais parler, ma voiture, mon gimmick et tout. Et que toi, tu sais pas que c'est inspiré d'autre chose, tu fais, mais waouh, putain, le mec, il est trop créatif, quoi, waouh! Il l'était en plus, hein, Scott Hall, on l'a déjà un petit peu Oui, couvert. non seulement il était créatif, mais en plus il avait des bonnes idées et il avait la gueule pour faire ça. C'est toi qui me disais que tu avais vu ou entendu, je sais pas si c'est pas Nash qui avait dit ça en shoot interview, que Scott Hall backstage c'était pas le même mec que quand il passait le rideau pour aller au ring. Où est-ce que j'ai lu ça? Alors oui, je me rappelle très bien t'avoir dit ça, et je me rappelle très bien déjà quand je t'avais dit ça, j'étais à où est-ce que j'ai lu ça? Mais en effet, il paraît que, je sais pas si c'est pas Michaels ou Nash, en effet, un des deux, qui dit que oui, backstage il était enfin pas misérable, mais rabougri, voûté blanc, malade, pas bien quoi. Ouais. Et que le mec, dès qu'il y avait son thème qui arrivait, j'espère que tu le mettras au montage à ce moment-là. Pourquoi pas? C'est bien, ouais, c'est pas mal. C'est bien. Dès qu'il y avait son thème qui arrivait, hop, Le phénix bim, qui renaît de ses cendres. c'est ça. Boum, on avait l'impression qu'il mesurait 2,50 m, flamboyant, charisme. Parce que Charisme, alors un des catcheurs les plus charismatiques ça va avec loin. Michaels de la nouvelle génération, c'est quand même les deux. Il y a Taker, Michaels et Razor quand Et même. je vais te dire, Niveau charisme. Taker, quelque part, c'est son gimmick. Alors, même s'il joue très bien, mais c'est son gimmick quand même qui fait le charisme. Parce que tu regardes Mark Calous ou Mark Dangerous ou je sais pas comment il s'appelait, ou Kane. Ça, il s'était appelé Kane dans une autre promotion. C'est assez marrant d'ailleurs. Mais C-A-I-N à l'époque. Tu le regardes comme ça reste quand même un rouquin qui a pas pire de charisme. Mais par contre, avec ce gimmick-là, bon, il l'a. Il a magnifié, ouais. Voilà. Mais c'est vrai que Scott Hall tout court, quand il arrive, t'es plus ou moins attiré quand même Ah bah en plus pour là, regarder l'écran, oui. quand il devient Razor Ramon, relooking complet, il sort la moustache Magnum, il se plaque les cheveux avec des pots de gomina entiers, le poil toujours apparent, son petit truc sans manche, il est extrêmement charismatique. Et Scott Hall, qui va débuter par une feud contre Savage, il va tout de suite être associé à Flair, à Perfect, son vieux pote de la AWA, et tout est fait pour que Scott Hall devienne le bad guy littéral aussi de la WWF. Mais le problème, c'est qu'il est tellement bon que Scott Hall, je crois que c'est un des premiers face turns organiques complets de la WWF où les gens l'ont choisi. Quand tu le vois, franchement, j'ai regardé WrestleMania 9, un match. Je sais plus qui nous en parle sur les commentaires de la fabuleuse histoire, mais il y a quelqu'un qui nous parle de ce nanar, je crois que c'est le Giorgio qui a laissé un commentaire ce matin, un nanar du catch match, Razor Ramon contre Bob Backlund. Il se blesse à WrestleMania 9, Scott Hall, et je crois qu'il se blesse sur un slam, parce qu'il fait ses grands bumps, il aimait bien prendre des hip toss et bumper, et traverser tout le ring en bumpant, et il gagne sur un petit paquet contre Bob Backlund, un finish complètement anticlimatique, et les gens sont à burn derrière Scott Hall. Il vient de finir une feud avec Bret Hart qu'il a élevé à un niveau où il a été validé par Bret, en tout cas aux yeux des fans au Rumble 93, et quand Razor arrive, les gens le pop à mort, et c'est pareil au Hammerstein Ballroom quand il perd contre le Kid d'ailleurs. Et Scott Hall, pour moi, un des premiers face turn organiques, c'est très important ça dans l'histoire de la WWF. Oui, parce que je suis en train de chercher là depuis tout à l'heure. J'ai juste une anecdote sur Backlund, et ça m'étonnerait pas qu'il soit blessé sur un hip-toss à la con, parce que Backlund, a priori, proposait des spots complètement fous. Non mais c'est le match, il faut le voir, WrestleMania 9, Non, mais- j'espère qu'il est sur YouTube, pour le mettre sur la playlist, sans déconner, ce match. Parce que Backlund proposait des spots, parce qu'il était d'une taille plus ou moins moyenne, contre un mec comme Scott Hall qui est quand même assez imposant. Et ça m'étonnerait pas que ce soit lui qui ait dit qu'il donnait un hip-toss à Scott Hall, ce qui est complètement ridicule quand il réfléchit 2 secondes, vu que quand il affrontait Nash fin 94, quand Nash gagne le titre, il avait dit à Nash de lui faire donc comment ça s'appelle quand un sunset flip. Ah, Nash devait faire un sunset flip Oui, à Bob Backlund. à Backlund. Il lui dit dans le ring, fais-moi un sunset flip. Et Nash, il a fait. Bon, il le fait, mais c'était ridicule. Nash qui fait 2m10, qui fait un sunset flip à Backlund, quoi. Ça fait aucun sens. Et en fait, Nash, il était, mais je fais pitié.
Je fais pitié. Backlund était assez réputé pour, pour coller des spots comme ça dans le ring, complètement ridicule. Donc le face turn Et le de face Razor. turn organique, Mm. oui, c'est le premier. T'as 2 ans après, t'as Michaels. Hmm. Mais le premier, oui, comme ça, tu réfléchis dans les années 80, qu'est-ce qui a pu se passer comme ça? Peut-être Jake Roberts. Il y a peut-être Jake Roberts dans ce genre-là, mais t'as Roberts et ça doit Savage peut-être. J'étais en train de penser à Savage, mais Savage, trop associé à Hogan. C'était un peu, il était sous le diktat de ce qu'allait faire Hogan en même temps, quoi. Ouais, mais il tourne face parce qu'il est popé, je pense, quand même, à l'époque, parce qu'il est trop bon. Roberts, c'est parce qu'il est trop bon aussi. Et Scott Hall, je pense, parce qu'il est trop cool. Et c'est exactement ce que j'allais dire. C'est pas tellement son talent in-ring à Scott Hall qui brillera dans sa carrière. Bon, il a le mérite d'être unique, d'avoir son moveset, ses prises. C'est lui qui invente le Razor's Edge, hein, la powerbomb crucifix. C'est lui qui l'a inventé. Le follow slam, c'est lui qui le popularise. Des coups de poing incroyables de Scott Hall. Ils font partie des meilleurs avec The Rock. Mais c'est exactement ce que je veux dire. The Rock, il lui a complètement pompé ses coups de poing. Et Scott Hall qui est cool, quoi, qui transpire la coolitude et qui est fun, quoi. C'est juste fun de regarder un match de Scott Hall, quoi. Bah, dans un autre ordre d'idée, ça ressemble un peu à Steve Austin. Un petit peu, ouais. Le mec que tu peux pas huer tellement, en fait, tu ouais, non. Franchement, quand même, il est trop cool. Et quoi. c'est quand même le catcheur préféré des garçons, quoi, Scott Hall, quoi, des hommes, quoi. Ah, ben c'est un man's man. c'est un vrai badass, quoi. Putain, il arrive, il a peur de rien. C'est un badass. C'était le badass qui deliver dans le ring. Et quand il dit un truc, au final, parce que Bret Hart, il se fait quand même bien casser la gueule au Rumble 93, c'est bien booké, il passe pas pour un con. Et tout est bien booké. Razor Ramon, il est booké hyper bien. Bah, quand Bret, il perd parce que Bret, c'est un meilleur technicien, et ça, c'est très bien foutu, quoi. Voilà, et non, oui. Razor Ramon, il dit des trucs, mais dans le ring, tu sais qu'il y a de grandes chances qu'il gagne. Donc, il est tough, quoi. Never say die, quoi. ouais, et puis c'est un truc de face. Quand tu dis que tu vas faire quelque chose et que tu le fais dans le ring, au final, les gens ils font ouais, bah en même temps je peux croire en, tu te dis que tu peux croire en lui, et puis il a ce truc avec le cure-dent, enfin, c'est des trucs trop cool, ces bijoux autour du cou qu'il donne au ring announcer, c'est cool. Il menace le ring announcer aussi en lui disant s'il m'arrive un truc à mes bijoux, il va t'arriver un truc à toi. Voilà, balancer le cure-dent dans la gueule du ring announcer, balancer son deuxième cure-dent dans la gueule de son adversaire, forcément c'est un truc au bout d'un moment c'est popé quoi. Et puis hey yo chico, Ouais, et en plus, t'as envie de le faire, t'as envie de l'imiter tout le temps. Moi quand j'étais gamin je faisais toujours hey chico, enfin hey yo chico. Voilà, forcément c'est trop bien à faire quoi. Et super promo guy, malgré il choisit une diction pour ses promos parce qu'on n'oublie pas que le gimmick c'est quand même un badass de Cuba qui immigre aux États-Unis et qui veut conquérir le pays à grands coups de poing dans la gueule. Et il choisit un faux accent cubain et une façon de faire des promos super lentes qui peut être super boring, mais ça reste un super promo guy, quoi. Ces vignettes, on va les mettre sur YouTube, elles sont quand même hyper drôles, quoi. Ah oui, Pompé par Carlito plus tard, hein, d'ailleurs. Oui, dans l'esprit, oui, mais même si celles de Carlito sont super cool, celles de Scott Hall, elles sont trop bien. Quand il est au resto, là, qu'on lui demande de payer la note, ou je sais pas quoi, qui fait « Tu veux que je débarrasse aussi, non ?» C'est quoi, là? Et il nique la nappe, il balance tout par terre. Voilà ce qu'il fait, Scott Hall. Dans la voiture décapotable, intérieur léopard, t'es là. Take a look at the bad guy. William Close, il nous dit sur Facebook également, Marc n'a pas parlé des trucs sur Scott. Pas encore. Il nous parle de. C'est entre Scarface et un gitan béglé. Béglé, c'est le. Désolé Céline qui vient de Bègle, mais c'est ce que dit William Close, qui est notre ami. Et il y a un peu ce côté-là, quoi. C'est un des derniers personnages kitsch comme ça qui a bien fonctionné, Scott Hall. Scott Hall va être pushé au championnat intercontinental. Il va incarner le championnat intercontinental pendant 2-3 ans. Est-ce que Scott Hall, c'est le dernier grand champion intercontinental? Et ça remonte à il y a 20 ans presque. Attends, il y a un blanc parce que je réfléchis. Réfléchis. J'ai envie de dire non quand même. C'était un super champion intercontinental. J'ai bien aimé Jeff Jarrett aussi. Pour moi, Jeff Jarrett, c'était un bon champion Jarrett et Hall, ils intercontinental. vont être les derniers à vraiment incarner cette ceinture, quoi. Pendant leur attitude, de toute façon, ça sert à rien. Non. Tous les titres ne servent à rien. J'avais bien aimé Shelton Benjamin, en champion intercontinental aussi. Jericho était un bon champion intercontinental. Et récemment, ouais, non, ça vaut rien. Il y a que Cody Rhodes. Moi c'est Cody J'aime Rhodes. bien Barrett Moi, Cody Rhodes en champion intercontinental, c'est très bien. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Après, il faut voir aussi que quand on était gamin, pour nous, un règne de 6 mois en champion intercontinental, ça équivaut à aujourd'hui 3 ans, je pense. Ouais.
Quand on est gamin, ça passe vachement plus lentement. Et Il n'y a pas autant de show non plus. voilà, et Razor, pour moi, ouais, il a été champion intercontinental pendant 15 ans, quoi. Quand t'es gamin, ouais. Non, c'était un grand champion intercontinental. Et c'est surtout en plus un mec qui a jamais hésité à mettre les autres over. Regarde, c'est mon prochain Ah, point. c'est vrai? On ne s'était pas consulté avant. C'était mon prochain point. Le Kid, Jeff Jarrett, Goldust, Diesel, ce ne sont que 4 des mecs que Scott Hall va aider à faire. Scott Hall, c'est par lui que vont passer ces catcheurs-là pour se faire une carrière. Parce que Scott Hall est tellement populaire, il vend un merchandising de fou. Tu te souviens des t-shirts jaunes Osing Machismo de Scott Hall qui se vendaient à la pelle. Et Scott Hall qui va mettre over sans aucun respect pour son gimmick et son ego parfois, quand tu vois ce qu'il a fait avec Goldust quand même. Scott Hall qui va sur le cul pour faire des nouvelles stars. Après, souvent. Il était hyper mal à l'aise, hein, il aimait pas du tout. Ah bon Oui, je l'ai lu et ça a été plus ou moins confirmé. Même par lui, il était pas du tout à l'aise par ce feud avec Goldust. Ça l'intéressait pas spécialement. Et en plus, c'est 96, c'est ça? 96, début 96. On Fin lui a- 95, début 96. En plus, on lui avait promis autre chose juste avant, de retourner heel et d'avoir une feud avec Undertaker pour WrestleMania 12. Ah oui, ça aurait été cool ça. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui était prévu. Mais après le fait est, pour revenir au Kid, et à sa propension à mettre over, même s'il n'était pas d'accord pour la feud avec Goldust, tout ça, machin, c'est un mec qui a su faire exactement ce qu'il faut faire dans le catch, à savoir se servir de sa popularité pour mettre over les autres, ce qui, par jeu de chaises, non, pas les verres communicants, Les verres communicants. Voilà, Les chaises communicantes. J'avais les chaises musicales, jamais n'importe quoi. Tu es encore plus over. Quand tu mets quelqu'un over, tu deviens plus C'est ce que over. faisait Ric Flair, on en parlait. C'est exactement ce que j'allais dire. Voilà, Ric Flair qui a fait ça avec Sting, avec tous ceux qu'il a affrontés, de toute façon, point barre, même le balayeur du coin. Razor Ramon, c'est un mec qui n'a jamais eu peur de faire ça parce qu'il savait que derrière, il y avait du pognon à faire. Tu crées une star, tu crées une feud, tu crées du pognon. Point. Et c'est là où c'est hyper intelligent, et c'est là où ce mec-là a toujours eu un esprit pour le business, au-delà de plein de mecs hyper conservateurs comme les dinosaures, comme les appelaient les mecs de la clique justement, comme les Hogan, les Savage, qui voulaient juste bosser entre eux. Et c'est un petit peu ce qui arrive après la clique, où ils ont juste décidé de bosser entre eux et de ne plus créer personne à partir de 95-96. Mais là, après, je digresse. Avant de passer à la NWO, Je digresse, Nitro, ça existe en français. on va continuer. On a parlé On va continuer sur Scott Hall à la WWF. Les matchs importants. Alors, Scott Hall n'a qu'un match ou deux qui sont 5. C'est les matchs contre Michaels, les ladder matchs. Qu'est-ce qu'il y a de chouette à voir sur Scott Hall? Moi, on en a parlé en off il y a quelques minutes. J'adore le match contre Jeff Jarrett au Rumble 95. C'est le match qui va faire Jeff Jarrett et la WWF. complètement. Et un Razor qui va être un grand face avec un Jarrett qui est un heel qui a repris le flambeau de Ric Flair, un heel lâche qui joue sur les technicalités, qui connaît toutes les ruses du métier, et Scott Hall qui est never say die, qui est là pour se battre avec honneur, et c'est Jarrett qui va se servir de l'ego du personnage de Scott Hall en disant que c'est pas un homme à vrai, il perd par des comptes extérieurs, Razor gagne le titre, il se fait attaquer par le Roddy qui lui blesse le genou, ils refont un autre combat et Jarrett va gagner, plus ou moins clean sur Scott Hall. Ce match est vraiment cool quoi. He ain't no bad guy, he ain't no Chico, It's just a chicken. Et ça, Razor n'aime pas du tout. Quoi. Non, bah c'est pas un chicken. Hein. vraiment Razor, c'est non, no way. Super match. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'aime bien les matchs contre Nash. Le match où Nash Oui, prend ils le sont titre à super. Raw est super. Et SummerSlam 94 avec Walter Payton dans le coin Hyper de... fun. Michaels qui fait le show quand même au SummerSlam 94. C'est pas moi qui l'ai dit. Dans le coin de Kevin Nash et Walter Payton qui est l'enforcer de Scott Hall. Et un super match. Et encore une fois, une routine de Scott Hall qui marche avec tout le monde. Et il vend super bien quand il est face quoi, Razor quoi. On parle de qui? De Ric Flair ou de Razor? Parce qu'une routine qui marche hyper bien, il vend hyper bien. Oui, après, je pense que. En fait, c'est exactement ça. C'est Razor, et tout le monde l'a dit, il manquait juste de confiance en lui. Ce mec-là aurait eu la confiance que Michaels ou Ric Flair avaient en lui.
Le Bulldog, a priori, c'est pareil. Mes catcheurs préférés. Donc ça, Voilà. peut-être une émission à jour sur le Bulldog. Bulldog, Perfect, Razor, c'est des mecs qui n'avaient aucune confiance en eux et qui étaient juste là pour eux, par contre, déconner. Se mettre des grandes cuites, chier sous le ring pendant les matchs et tout. Parce que Couper le courant in your house. Voilà, parce que c'est quand même rigolo. Et Ouais. c'est bien de rigoler. C'est la différence avec un mec comme Owen Hart, par exemple. Aussi. Ouais, Non, Owen Hart, c'était bon enfant. C'était pas un suicidaire non plus, quoi. Owen Hart, c'était des gens, des bonnes blagues. Franchement, c'est des bonnes blagues. La photo, j'ai vu là sur Network, je suis un petit aparté, juste 2 secondes, cette blague qui est incroyable. Un pay-per-view, je crois que c'était In Your House 2, ou 3, je sais plus, tu vas m'aider. Tu connais mieux les cartes que moi. Où il y a Triple H contre Henry Godwin, le Hog Pen Match. C'est quoi le main event? C'est bien, tu connais mieux les Ouais, cartes que moi. ouais, non, je l'ai pas. Non, Là, tout de suite, ça me vient Bon, pas. bref, peu importe. où ils s'affrontent dans de la boue, où il y a des cochons, il y a... Sauf le 3. C'est dégueulasse, bon bref. Et donc, il y a les mecs qui amènent les cochons, les animaux à l'arène, là, et c'est Owen Hart qui les accueille, quoi. et, Déjà, ça a l'air drôle. et les fermiers, ou je sais pas qui c'est, là, qui disent, bon, on les fout, les cochons, on les met dans le coin. Non, 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 non. Venez avec moi, faut les mettre dans ce bureau-là, et c'est le bureau de Vince McMahon. Et il y a une photo dans le doc où t'as Vince McMahon qui rentre dans son bureau, il y a les porcs et la boue dans son bureau. Et les mecs, ils étaient là, et d'où quoi. Et tu vois McMahon qui est mort de rire en fait. Et parce qu'il y a Owen Hart qui pouvait faire des blagues comme ça. T'imagines quelqu'un aujourd'hui qui fait une blague comme ça, il se fait virer en 2-2. Hein. Mais bref, c'est une bonne blague. Après, petit aparté, mais. C'était quoi déjà le truc avant que je parle de ça C'était. Scott Hall. Oui, ne pas avoir confiance en soi, tout ça, machin. mm. Et c'est ça qui est dommage, c'est parce que tu dis qu'il vend trop bien en face, qu'il faisait tout bien, Scott Hall. Il avait une routine qui marchait bien, 3,5. Ouais. Voilà, C'est un catcheur à 3,5, Scott Hall. Voilà, c'était toujours hyper honnête, quoi. Qu'est-ce qu'il a manqué pour qu'il fasse des 5 en fait? De l'ambition. Est-ce qu'il était feignant, Scott Hall? Je pense que c'était une vieille feignasse, la bonne bière, les copains, et qu'un 3,5 ça suffit, quoi. À un moment donné, c'est très très bien, un 3,5, il n'y a pas besoin de faire plus. C'est super cool. Moi, je ferais des 3,5 tous les soirs aussi, je serais content. Et voilà. Ça l'a pas empêché de se faire énormément d'argent, Scott Hall. Et c'est bien pour ça qu'il est devenu feignant. Et c'est bien pour ça qu'après, là, j'avance un petit peu, mais à WCW, il disait aux mecs, non, mais pourquoi est-ce que vous faites des matchs de 20 minutes? En house show, ça suffit. Nous, on fait 5 minutes et on se fait galer de thunes. Alors, fermez-la et faites un match de 5 minutes vous aussi. Le ladder match de WrestleMania 10, parce qu'on n'oublie pas que Scott Hall a incarné, alors ça a toujours été un pionnier, j'ai envie de presque dire que c'est un révolutionnaire, il a dans le catch, il a incarné la nouvelle génération avec Brett et Nash et Michaels, cette période très très trouble hein, finalement dans l'histoire du catch américain, où il n'y avait pas grand chose à part ces 4 mecs là, où est-ce que je voulais en venir? Oui, le ladder match c'est une des premières révolutions réalisé par Scott Hall, c'est le premier qui a été publicisé avec Shawn Michaels. On sait très bien qu'il y en a eu d'autres avant avec Brett, Michaels, Dynamite Kid, tout ça, mais le premier à WrestleMania 10, c'est le premier qui est publicisé, qui reçoit 5 étoiles par Dave Meltzer, je crois. Oui. Alors qu'il n'a pas donné 5 à Bret Owen, ça c'est un truc que je comprends pas, bon bref. Ouais, et si on part sur la notation de Meltzer, on n'a pas fini. On pourrait faire une émission là-dessus d'ailleurs. Et on a déjà parlé du fait que peut-être que Michaels avait catché avec l'échelle. Oui. Franchement, ouais, sur le premier, bien plus que sur le second. Mais sur le premier, oui, non, c'est un showcase de Michaels. Ouais. Est-ce qu'on doit attribuer à Scott Hall le génie du booking du deuxième match de l'échelle à SummerSlam 95, où ils vont essayer de contourner les règles? On en avait parlé. Je crois que c'est les deux. Tu crois que c'est les deux? Franchement, je crois que c'est les deux. Il y a peut-être le Kid qui vient donner des petites idées par-ci par-là. Il a dû donner des idées aussi, mais a priori, c'est les deux qui se cassent bien la tête le jour même du show quand on leur dit à propos, l'échelle, voilà. pas une arme, hein, vous n'avez pas le droit. Ils ont pas le droit de s'en servir comme une arme, ils vont contonner ça non. et c'est brillant. Quoi. Ah oui, Il est génial le match de SummerSlam 95. Et c'est là où Scott Hall peut plus briller, parce que sur les gros spots, sur les high spots, tu sais très bien que ce sera Michaels qui va bumper comme un porc. Et qui va pouvoir sauter du haut de l'échelle et qui va faire ci, qui va faire là. Par contre, sur un match avec de la psychologie, ça reste plus ça devient plus le domaine de Razor, autant que Michaels, mais Razor, il va pouvoir faire plus de trucs. Tu vois pas Razor Ramon sauter du haut de l'échelle, par exemple. On a déjà évoqué ça, mais... si ce serait drôle, là je l'imagine tout de suite, et c'est un peu marrant. On a déjà évoqué ça, mais la feud avec le Kid... Super. Alors, là, ça amène à son face turn de façon très intelligente, d'ailleurs. Et c'est lui qui a le dernier match de Ted DiBiase Scott Hall, c'est tout un honneur quand même.
au SummerSlam 93, fraîchement face. C'est pas Fandar. C'est pas. C'est 2,5 quoi. C'est Oui, c'est pas Fandar. c'est un petit opener. En même temps, je crois que Oui, c'est DiBiase est rigolo, blessé, oui, il est pas au oui, top et oui. ça va vite quoi. Et je crois À qu'il fait un l'époque, dernier match au Japon, DiBiase. Alors ça, je sais pas. Il me semble. Par contre, Bon, bref, on s'en fout. c'était peut-être pas l'idée non plus de faire un match de plus de 2,5. Enfin, Oui, tu oui, vois, non, je c'est- comprends bien. Oui. En 93 à l'époque, ça courait pas les rues les matchs qui dépassaient 4 quoi. Et c'était pas tout à fait. Franchement, on pense à 93. Attends. 93, il y a Brett Razor. Il y a Brad Perfect, voilà. Il y a Brett Perfect, Brett Bon. Razor. Et il y a Marty, Rumble. il y a Marty Sean. Et donc Razor super popé au March and Ballroom comme je le disais et il Ouais. va faire le kid par amitié sans doute aussi. Non, pas spécialement, ils se connaissent pas pire à l'époque. J'ai vu ça l'autre jour là sur Table for Free là sur le network. Prenez-le, c'est trop bien le network. Où en fait ils connaissaient mais de là de je sais pas où il était avant le kid. Il a fait du Japon. beaucoup Le de Japon. Lightning Kid. C'est un protégé de Perfect aussi, hein, un peu comme Scott Hall hein, finalement. Oui, bah après, il y en a un maximum qui était un protégé de Perfect. Hein. Quand il y a Bret Hart, quelque part, c'est un protégé de Perfect. Michaels, pareil. Kid, pareil. Razor, pareil. Brock Lesnar, plus tard, pareil, en 2002. C'est fou de se dire Ouais. qu'à 10 ans d'écart, il a quand même été le protégé de... Il avait le nez creux, Perfect. Hein. Et pas que pour... Ouais, bon, enfin, bref. bon, bref. Et, Il en est mort le pauvre. ouais, Bon. et Dieu son âme. Il est avec Michel, il est bien. Et, non, mais merde. Et voilà, je voulais dire quoi. Protégé de Perfect le kid, on sait pas ce qu'il faisait avant. Oui, et, le kid, voilà, et que Razor dit, il y a McMahon qui dit, ah, tu vas avoir une feud avec le kid, et avec ce mec-là, il fait, ah, c'est le Lightning Kid. Ah bon, mais tu le connais? Ouais, je l'adore, j'ai déjà vu catcher, il est trop cool. Et donc, en fait, il était encore plus content parce qu'il avait déjà vu. C'est un vrai student of the game, Scott Hall en tout cas. Comme les gens de la clique qui regardaient beaucoup de catch hein, de toute façon. Hein, c'est... Oui, c'est des gros fans de catch, mais c'est là où tu peux pas non plus leur en vouloir à mort à ces mecs-là, parce que c'était juste des gros passionnés, quoi. Ok, ils ont fait de la politique, mais ça restait des passionnés du business, là où Hogan, qui était un gros politics aussi, lui par contre c'était un passionné de sa gueule. Pour en revenir à Razor et le kid, la storyline, pour ceux qui connaissent pas, est la suivante, c'est que Scott Hall est une star établie, il commence à tourner face organiquement. Les fans ont commencé à le choisir en tant que face parce qu'il est super cool. Et il y a ce jobber qui job à Superstars régulièrement, qui s'appelle on sait pas. Il change de nom plein de fois, il y a le Lightning Kid, le Kid, bon, bref. Et tout le monde s'en fout, quoi. C'est juste un jobber à la con. Et il va upsetter Razor. C'est une des premières fois qu'un jobber va battre une grosse vedette avec un moonsault depuis la 3e corde. Et là, le kid est lancé. Les gens adorent le kid, quoi. C'est le plus gros upset ever. Et puis en plus, ils ont monté la feud. De semaine en semaine, ils lui proposaient, je sais, j'ai pas les sommes en tête, mais ils lui proposaient $5,000 pour le affronter pour pouvoir le battre tellement il était mis. Non. $10,000, non. $20,000, non. 50,000, bon, ok. Et voilà, de semaine en semaine, ils proposaient de plus en plus, et ça donnait encore plus aux gens envie de voir les matchs. Et en fait, c'était juste du booking intelligent où tu prends ton temps pour créer 2 stars au final, au final tourner face Razor à la fin. Parce que ce qui est intéressant avec cette storyline, c'est que ça se finit pas en vengeance, ça se finit, il s'allie les deux. Ouais, il le prend sous son aile au final, et il lui dit ah, t'es un bon gars en fait, c'est bon, t'as des couilles, franchement, j'apprécie. Il vient le sauver contre IRS, je crois. Ah, c'est ça, et là, c'est Money Inc. qui vient Ouais, le buter. c'est ça, ouais. le kid, il vient le sauver parce qu'il y a non, attends, il a des tripes, il m'a battu quand même, oh, il mérite mieux. Et d'une, ça crée une grosse starface pour la New Generation, Razor Ramon, un des plus gros face de l'époque. C'est un des catcheurs les plus populaires, Ah oui, marquants, hein, ça c'est Ah, mais top 3, il est top 3 pendant facilement 3 ans jusqu'à ce qu'il parte, il a toujours été hyper populaire Razor. Et ça crée le 1-2-3 Kid qui va être toujours dans le top 10, le plus gros underdog peut-être de l'histoire de WWF. Donc c'est... Le oui, kid qui a toujours deliver en tout cas dans le bah, ring. c'est intelligent, Et, c'est malin. Finalement, ça va pas si bien se finir que ça parce que le kid va trahir Razor, lui coûter notamment C'est une petite pute, hein. le titre intercontinental Ouais. contre Goldust au Rumble avec un magnifique spinning wheel kick de la 3e corde d'ailleurs, très très beau sur Razor. Bon, kid prend bizarrement, il fait un bump, bon bref, on s'en fout. Et le Cry Baby match que j'ai regardé ce matin qui est vraiment super fun. Oui. On est juste avant le départ de Scott Hall, une petite année avant, non, quand même juste 6 quelques mois avant, 6 ouais, mois 6 avant, voilà. où tu me disais qu'ils étaient stiff et en effet il y a une chop dans la gorge du kid. À un moment donné, Razor il y va, les coups de poing, il met une gauche à un moment donné au kid. Il faut voir ce match, il est super fun. DiBiase au bord du ring qui manage le kid. Juste, c'est marrant le cycle.
avec DiBiase qui finit par être le manager du Kid alors que c'est lui qui l'a tourmenté en 93. Et c'est le dernier match notoire de Razor à la WWF avant son retour à WrestleMania 18. Ça, on en reparlera un petit peu après. Petite chose marrante, Bob Backlund avait 43 ans à WrestleMania 9 pour le premier WrestleMania de Scott Hall. Et pour le retour de Scott Hall à WrestleMania 18, il avait 43 ans, Scott Hall. Hein, c'est marrant la vie, hein, c'est bien fait. Mais voilà. putain, mais c'est hilarant. On rigole. Mais c'est cool. On rigole avec Scott Hall, ça arrive en plus. Et d'ailleurs, ça tu arrive en sais plus. que le match où il met le pognon là en jeu contre le Kid, Ouais. le Kid en fait tombe tête la première sur le sol, à même le sol. Ils ont enlevé les tapis à l'extérieur du ring. De la troisième corde, il est censé sauter sur Razor, mais il tombe tête la première, vraiment sur le... Là voilà, je fais le bruit exprès. Et en fait, il est out. Mais il est out à mort et ils sont obligés... Et a priori, il y a Razor qui est perdu. Et je crois, je sais plus exactement le truc, mais je crois que c'est le Kid qui fait Moonsault. Mais avec les yeux limite révulsés et il dit à Razor, mais on fait quoi après Moonsault. Il fait un moonsault de merde, il se dégage à deux. Et a priori, je crois qu'il y a l'arbitre, un mec à l'extérieur du ring et Razor qui disent au Kid Take the money pour qu'il prenne le sac de pognon au bord du ring parce qu'il y a le Kid qui est... Et donc, il faut qu'on le revoie ce match pour voir si vraiment l'arbitre et Razor font take the money, take the money, take the money, vu que le Kid est out. Donc, n'hésitez pas à regarder et peut-être qu'on le mettra dans la playlist si c'est disponible sur les trucs. On dit que Razor a mis tout le monde over. Est-ce que Razor a fait Kevin Nash? Non. Non. Est-ce que Shawn Il a Michaels aidé. a fait Kevin Nash? Tout autant. Autant Les deux ont aidé à, mais Nash, il aurait été over de toute façon dans tous les cas. Ils ont aidé, mais à un moment donné, quand t'as le physique de Nash, t'es obligé. Céline approuve le physique de Kevin Nash. Tu m'étonnes. C'est comme Roman Reigns aujourd'hui. Ah, sauf- j'allais lui demander à Céline, Kevin Nash ou Roman Reigns physiquement? Kevin Nash. Kevin Nash? Oui, bon. Ouais, moi aussi. Mais après, bon, Vince McMahon, voilà, il man crash sur Nash. Et Nash, dans tous les cas, il aurait été over. Mais il a été en fait booké exactement de la même façon que Roman Reigns. Sauf que c'est 20 ans avant, donc les fans sont moins smart. Par contre, Mais je Razor, pense que Kevin Nash, tu le bookes aujourd'hui comme Roman Reigns est booké, t'as exactement la même chose. Razor a fait Goldust. On l'a évoqué, on va développer. Oui, là, par contre, oui. Deux gimmicks qui sont faits pour marcher. En tout cas, Goldust est ce personnage révolutionnaire pour l'époque, en tout cas, qui brise des codes, qui est ambigu, enfin qui est plus qu'ambigu. À ce stade-là, il est très 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 porté sur les La fallus, chose. hein, sur la chose des garçons. Oui. Et Razor Ramon qui dans son gimmick dit oozing machismo, il transpire la virilité, tout poil dehors, il est hors de question qu'il se fasse draguer par un homme. Ouais. Et c'est lui le babyface quand même, quand il pense en 2016. Mais ça reste une storyline qui pourrait exister aujourd'hui. Sauf pas la WWE avec les relations publiques et tout, mais dans une fédération indépendante, bien sûr que si, ça pourrait exister. Céline fait non de loin, c'est pour ça que je dis bien sûr que si, ça pourrait exister. Non, mais effectivement, la WWE, non. Ah, la WWE, non, ils peuvent pas faire quelque Non. chose comme ça aujourd'hui. Ils sont cotés en bourse, et ils sont vus partout. Mais le fait est que si tu réfléchis juste 2 secondes, si tu balances aujourd'hui un étranger chez WWE et que tu décides d'en faire un heel juste parce que c'est un étranger, ça marchera. Et c'est pas pareil. ah, mais- Vu le contexte actuel, mais ouais, Non, c'est ouais. pas pareil. non, si. Et l'exception à ça, c'est Scott Hall. Si, imagine, tu ramènes un Français là encore et tu fais ah bonjour, ah, je suis français et les gens ils font USA, USA. Quelle est la différence avec faggot? C'est Ah exact. non, mais c'est le politiquement correct vis-à-vis Mais- des, mais aussi, de il- l'homosexualité. Non, c'est pas pareil. Ben, C'est il y a le plus pareil politique, maintenant. mais ça reste quand même de... Non, mais Au final, t'as l'homophobie et t'as la Oui, xénophobie. mais exactement, le racisme est encore. Ça va, ça peut passer encore. Ouais. Quoi. Pas l'homophobie. C'est pas Oui, pareil. parce que c'est... Je suis d'accord avec toi, mais pour moi, ça reste tout aussi débile. Après, on est parle plus de d'accord. Scott Hall, Ah, mais... ça, on est bien Si, d'accord. on va parler de Scott Hall dans la mesure où justement il incarne ce côté macho là, bon bref, ça c'est dans son gimmick et Oui. Goldust le tourmente, mais dans le gimmick, Scott Hall il est acclamé par les foules alors que c'est un immigré cubain quand même, c'est pas... c'est une petite exception quand même, peut-être qui confirme la règle Scott Hall de ce point de vue là. Oui, mais après, le truc, de toute façon, c'est que les gens, ils oublient. Les fans de catch, c'est nous les premiers. Hein, c'est on a une tendance à oublier. Regarde le nombre de mecs qui ont tourné face
juste après avoir fait des choses horribles, quoi. Non, il a rien fait Ouais. d'horrible, Scott Hall, c'est un Non, immigré. mais d'autant plus, t'oublies encore plus facilement le fait que ce soit juste entre guillemets, un immigré cubain, alors que t'en as qui ont tourné face 6 mois après avoir essayé de tuer quelqu'un. Enfin, j'en sais rien, je te dis des conneries. Mais il y a juste des choses comme ça. Regarde, je sais pas moi. Bon, j'ai pas là tout de suite, tu m'emmerdes. Arrête de me demander des exemples alors que je les ai pas. Voilà, non, mais c'est toujours comme ça. Non, mais les fans de catch oublient tout du jour au lendemain. Sauf au niveau parfois des trous de storyline et des trucs comme ça. Mais tu peux faire tourner face, heel, un mec assez facilement et le fan oubliera. Je sais pas, par exemple, putain, qui a bien pu s'allier alors qu'on pensait qu'il s'allierait jamais. Des catcheurs comme ça là. Un truc. Mankind is The Rock and Sock Connection. C'est vrai que le Rumble 99, c'est pas rien quand même. Voilà. C'est vrai que le Rumble 99, c'est quand même de la violence. Il est super ce match, il faut le voir, hein, les gars. Si vous avez plus de 18 ans, regardez-le. Quoi. The Rock, il manque de. Il essaye de tuer massacre. Mankind, clairement. Non, mais Il massacre Mankind. 6 mois après, ils sont champions par équipe. Et les gens sont. Razor et Goldust. Le match du Rumble 96 est très particulier. Il est très très spécial. Ah, c'est sale pour l'époque. C'est pour l'époque, c'est très sale. Pour l'époque, c'est gênant. Et c'est une façon d'un match de catch. J'ai jamais vu un match de catch comme ça. Où t'as que de la psychologie, mais là au sens littéral du terme. C'est Goldust qui va rentrer. Enfin, pas dans. Qui va pas rentrer dans Razor, non, mais qui va rentrer dans l'esprit de Razor. Et finalement, son coup le plus douloureux seront ses caresses. C'est beau, hein? Mais en fait, tu m'excites un peu là. Quand tu parles comme ça. Non, mais je sais. Et après, il y a Ouais. le Kid qui vient coûter la victoire à Razor. Mais c'est un match chelou quand même. Bah oui. Sur les prises de contact, quand t'as Goldust qui passe derrière pour faire une ceinture arrière et qu'il lui caresse le torse par derrière, oui, c'est un peu. C'est étrange. C'est très très étrange. Mais après, ça par contre, aujourd'hui, ça passe plus. À part dans du comedy wrestling, aujourd'hui, ça passe dans le comedy wrestling. Ça ferait rire les gens. Par contre, pour avoir de la vraie hit, aujourd'hui, en effet, là, par contre, C'est ça comme passe pas. vous avez vu cette vidéo de Japonais qui se font un Kiss Fest. Oui, Ça, c'est quand même assez extraordinaire. Non, mais c'est quand même bizarre. Moi, je trouvais ça super, moi, personnellement. ah ouais, non, c'est Après, c'est rigolo. c'est spécial. Bon, à l'époque, Razor qui va commencer un petit peu à se rendre compte que l'herbe est peut-être plus verte de l'autre côté, dans le sud. Et déçu de son nom heel turn, lui, il était ravi. A priori, Undertaker et lui, ils étaient en extase. Même hein. Undertaker était content. Ah, les deux, ils étaient hyper contents. de Enfin, un bosser. bon adversaire pour Taker. Quoi. Voilà, ils étaient hyper contents de s'affronter l'un l'autre à WrestleMania 12. On va te tourner heel. Razor, hyper content de retourner heel. Et puis, bah, non. Mais pourquoi non? Il a changé d'avis. Je sais pas, Vince McMahon, faut pas lui demander pourquoi. Hein. Vince McMahon, il a juste changé d'avis. Il a fait non, en fait, non. On va partir sur Nash Taker. Je suppose que c'était en fait, il s'est dit Nash Taker, c'est mieux quoi. Ouais, mais ok. Et moi, j'aime pas ce match sur WrestleMania 12 en tout cas. Taker, Tu j'aime pas trop le Taker Nash de WrestleMania Il est 12. trop long, mais en fait, je l'avais revu il y a genre 5-6 ans. C'est pas pire. C'est pas pire. C'est pas pyramide, quoi. C'est pas. 2,5. C'est 2,5. Ouais. Non, c'est long, mais franchement, c'est pas trop mal. Razor qui va mettre un dernier mec over avant de partir, à savoir Vader. Il se fait bien péter la gueule par Vader à New House. Et le v'là parti chez Bischoff et Turner avec son copain Kevin Nash et le curtain call. On va pas revenir sur le curtain call parce que c'est. On en a pas parlé déjà avec On en a Michael. déjà parlé plusieurs fois. On va. Il y a rien à dire, on il s'en va rien à juste dire. après, de toute façon. Il s'en va juste après. Et là, c'est Scott Hall qui va être le porte-parole d'une révolution, vraiment, avec la NWO et peut-être la meilleure promo de tous les temps à Nitro. J'ai noté la date pour être très précis, le 27 mai 1996. Scott Hall qui déboule. Vous savez tous qui je suis, vous ne savez pas pourquoi je suis là, c'est ce qu'il dit. Et c'est parti pour la NWO et ça c'est magique. Quel grand moment. Et tu vois, oui, alors oui, je suis hyper d'accord. Moi, il y a par contre toujours un truc qui m'étonnera. Alors, j'adore ce segment. J'ai vu cette promo des dizaines de fois. Mais le truc, c'est qu'à un moment donné, je comprends pas pourquoi les mecs s'arrêtent de catcher. Alors c'est Mike Inos et je sais plus qui. Les mecs s'arrêtent de catcher parce que Scott Hall arrive, quoi.
Tout le monde s'en va. Il y a Scott Hall qui arrive et les mecs ils sont en plein match et ils s'en vont. Alors, de deux choses l'une. Soit ils passent pour des cons parce qu'ils ont peur de Scott Hall, soit c'est juste du booking de con, quoi. Moi je trouve ça. Alors, je comprends le truc que le mec arrive pendant un match parce que ça fait encore plus. Parce que ça reste un étranger à l'époque à la WCW, Scott Hall. Dans storyline m'en parle. Oui. Hmm. Moi ça c'est un truc que j'ai jamais compris. Les mecs sont bons. Il y a Scott Hall qui rentre dans le ring, l'arbitre il fait bon, ok, on s'en va. Bon, d'accord. Et cela dit, j'essaierai ça la prochaine fois. La prochaine fois qu'il y a un show d'UB, moi aussi. Je vais faire exactement la même chose. Pendant Zack Ryder contre The Miz. Voilà, on va voir si ça marche. Je vais faire Hey, you don't know who I am and you don't know why I'm here. Hop, voilà. Mais bon, bref, toute logique mise à part, parce qu'à un moment donné, il faut pas non plus pinailler. Donc l'idée Oui. c'est que Scott Hall est toujours employé par la WWF dans les storylines C'est et, ça. Et il se pointe à Nitro. Et- C'est- parce c'est qu'ils fou. sont là, Where is the Nacho Man? Voilà, Ouais. ils reprennent les trucs, en plus de WWF, tous les segments que WWF faisait avec le Nacho Man, Skim Jean, le Huckster, pour dire qu'à WCW c'était que des vieux. Ils reprennent tout, mais ils parlent pas de Hogan une seule fois par Non. contre. Pas C'est ça qui est d'Hogan drôle, ils une seule reparlent fois. de tout le monde, sauf d'Hogan, ce qui donne quand même des indices, vu qu'il était pressenti, mais ils hésitaient encore avec Sting, vu qu'Hogan était, je sais pas si je tourne heel, je sais pas si je tourne heel, ok, je suis stale, bon, ok. ok, je suis lame, je tourne heel. Et c'est dire la popularité et l'influence qu'il a à l'époque Scott Hall quand même d'être celui qui vient être le porte-parole de la NWO, quoi. Ouais, et et il c'est- cite jamais WWF non plus, quoi. Et c'est justement là, alors je suis peut-être j'ai peut-être un petit peu vite en besogne et tout, mais c'est quand même lui qui lance le mouvement. Mais au final, maintenant, quand tu réfléchis à NWO, au final, quand tu regardes tout ce qui s'est fait, c'est peut-être le moins relevant des trois du départ. Alors À la fin, techniquement. ce qui va c'est ça qui est marrant. ce qui va générer ça, c'est la vie personnelle de Scott Hall. Oui, la vie personnelle et le C'est- booking défaillant aussi, parce que je suis en train de relire justement La mort de WCW dont on vous parle et on vous bassine, achetez-le parce que c'est génial. Et il y a un maximum de trucs où tu te dis, mais Scott Hall, il aurait dû être viré, mais des dizaines de fois de WCW, il a jamais été. Et c'est bon, bref, ça n'a rien à voir, mais c'est là où c'est hyper marrant parce que c'est lui qui ramène en premier, tu vois. Peut-être parce que Nash c'est le plus Ouais, c'est gros. le donc fondateur tu de le la ramènes- NWO. Oui, mais après tu le ramènes en deuxième Nash parce que c'est le plus gros au Ouais. final. Mais c'est vrai que si tu t'arrêtes après les 6 premiers mois, en gros, Scott Hall, il est hyper anecdotique dans la NWO, quelque part. Oh non. Qu'est-ce non, qu'il- non, mais non. qu'est-ce- C'est qu'est-ce quand qu'il même fait c'est quand après même Il fait quoi après? Mais il peut pas faire grand chose. Alors, il a un palmarès déjà à la WCW. Que ce soit sa faute ou pas. Hein. Il a un palmarès quand même fou. Il a été, je sais pas combien de fois, 6 ou 7 fois champion par équipe, 5 avec Nash, une fois avec le géant. Je crois, il prend le titre USA Piper. Enfin, non, il a fait Oui. quand même- Par contre, c'est vraiment les démons de Scott Hall qui, je pense. Oui, et mais puis, complètement. Bischoff et lui, ça va pas tellement bien, et Bischoff. C'est pas l'amour, quoi. Et Hall, tu enlèves Hall et Nash, voilà. Je pense que ça s'arrête là, ses amis. Scott Hall à WCW, t'as Waltman, Hogan, un petit peu après sur le tas. Hogan dans une moindre mesure. Mais Scott Hall, a priori, Nash, tout le monde l'adorait parce qu'il est drôle. Scott Hall, par contre, a priori, il avait vraiment une attitude chez WCW où tout le monde, tous les boys le détestaient, quoi. Jericho, notamment, est très vocal sur les problèmes. Jericho, Flair et Jericho, c'est les deux qui descendent le plus. Il déteste Scott Hall, c'était un connard. A priori, c'était vraiment un connard fini. Après, encore une fois, mais quand t'as 25 000 ondits qui se recoupent, à un moment donné, bon, tu peux croire qu'il y a un semblant de vérité derrière. Et puis à l'époque, c'est vraiment le plus gros de la tourmente pour Scott oui, Hall oui. dans sa vie personnelle. Est-ce que tu sais que, alors là on est en 2016, mais à l'époque on n'était pas à ce point-là, mais il a fait 10 réhab quand même. Alors j'encourage tout le monde, je le mettrai dans la playlist, il y a un documentaire très tire-larme et hyper bien fait, d'une vingtaine de minutes sur Scott Hall que ESPN avait sorti il y a 2 ans, qui est terrible. Hein. Il est terrible. Et là, c'était avant que ça aille mieux en plus. C'est The Wrestler, mais en vrai, quoi. C'est le nom du documentaire. Ah ouais C'est The Wrestler, Scott Hall The Wrestler. J'avais Voilà. oublié. Et c'est bon, maintenant il va beaucoup mieux, on y reviendra plus tard avec DDP et Jack Roberts, mais c'était juste après ce documentaire, après qu'il a apparu à un show indépendant complètement bourré et qu'il tenait pas debout, c'est Just Incredible qui le menait au ring, enfin horrible. Et il a eu 10 rehab. Est-ce que tu savais que Scott Hall c'est celui qui a coûté le plus d'argent à WWE en rehab? Le plus d'argent dépensé par la WWE, c'est Scott Hall pour les rehab. Ça m'étonne pas. Tu dois avoir lui, Jack Roberts. C'est Stephanie McMahon qui le dit. Tu dois avoir lui, Jack Roberts, Le Kid un Sonny, peu, le Kid. Sonny et le Kid. Je pense que ça va être ouais, le quatuor qui a coûté de la thune. Mais après, bon.
Scott Hall et le Kid, voilà, face sombre de la clique, en tout cas de ce point de vue-là. Quoi. C'était pas le. Ouais, mais Nash, c'était terrible aussi à une époque, hein, Nash pour lui. Hein. Dans la clique, le mec était hyper dépressif. Lui, a priori, c'était juste l'alcool. C'était, enfin, Le vin rouge, j'adore le vin, Nash. Le vin, oui. Il y a, dans une shoot interview d'ailleurs de Casey, de Kayfabe commentaries, il nous apprend à savoir si un vin est bon ou pas. On lui donne des verres de vin rouge et il nous explique. Alors celui-là, tu vois, alors tu fais comme ça d'abord, hop, tu le remues, tu le mets, hop, tu te fais un petit bain de bouche et tu sais s'il est bon ou pas. Et tu le recraches. Mais je crois qu'il avale lui quand même, parce que. Ok, d'accord. Merci. On parlait de Sony juste avant en plus. Alors. Oh non, c'est toi. Ah, non, mais bon. On est PG, hein. Non, mais Sony, par contre, bon. Sony, bon. Ah, Céline fait l'offusqué, mais. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir. Vous savez que Sony a récemment tourné un film porno. Ah oui, paraît-il. Ouais. Mais par contre, c'est bien dommage qu'elle l'ait fait maintenant et pas il y a 20 ans. Parce que pour vous, je suis allé voir la bande-annonce. Ah oui, pour nous en Pour parler à vous, je suis allé l'émission. voir. Eh ben, c'est moche. Vous pouvez remercier. Franchement, c'est chaud, quoi. Même avec deux mains, c'est chaud. Mais je vais donc, si vous voulez, remercier Rabi de s'être sacrifié pour nous. C'est Hashtag chaud. FHCA sur Twitter, @FHCA Podcast. On est sur Mixcloud, YouTube et Facebook. Elle est moche. Hein. Et sur catch-news avec un z.com. Faut en vouloir. Hein. C'est difficile de relater l'influence que Scott Hall a eu sur le catch américain avec la NWO sans repomper des tas de choses qu'on a déjà dites ou qu'on été dites partout. La NWO, c'est un sujet qu'on avait dit qu'on couvrerait pas pour une émission entière parce que qu'est-ce que la NWO, c'est un truc qui a été fait, refait Et puis c'est pour la vie. 12 000 fois, puis c'est pour la vie, Blondin. Et mais l'influence de Hall, il va lancer quand même la révolution quoi, du catch, finalement. Quoi. Oui, mais après, moi je maintiens que sa participation après est moindre à cause de lui, très certainement, à cause du booking défaillant. Mais ça n'empêche que le mec, quand il arrive avec son micro dans le ring, qui fait Hey yo! Le sondage, c'était cool. Serve time! Voilà, et les gens, ils sont un méga fond, quoi. Un charisme qui transcende en tout cas n'importe quel booking. Je vais te pourri, dire un n'importe truc, quelle moi, époque. pour moi, Hey yo, je crois que c'est ma catchphrase préférée. Ah, mais ever. pas loin aussi. Moi, c'est une de mes préférées. Ouais. Il n'y a Sans pas à doute. tortiller du cul, c'est deux mots, c'est à la con, mais la façon dont c'est dit, t'as toujours le petit frisson quand il arrive et. Il t'as le milquait à une époque. Hein. Oui, il nous mais a traîné au début. Hein. T'as l'anticipation du Ouais. truc, il dit. Hey yo! Et en plus, à Et l'époque, les gens ils pop quoi, c'est incroyable! les foules de Nitro, elles étaient grosses quand même. Hein. C'était du 30-40 000 personnes parfois dans les arénas. Et tout le monde le fait quoi. Face Wheel. En plus, à l'époque, les lignes étaient brouillées avec l'NWO parce qu'il y a il y a tout ce qu'on sait avec le Turn Dogen, la rivalité avec les Four Horsemen, enfin, la terreur que l'NWO a semé sur les shows de Nitro. En effet, c'est Nash qui va finalement être le numéro 2 de la NWO derrière Hogan. Ça fait pas de doute. Et puis, il y a le split de la NWO entre la Wolfpack et la NWO Wolfpack et la NWO Hollywood. À partir de là, pour moi ça pue. Et ça daube, surtout le booking de Scott Hall. Mais là où Scott Hall est responsable du truc, c'est que quand la NWO split, il est en rehab en fait. Il est en rehab et il revient trahir Nash. Il va rentrer dans une feud complètement oubliable de merde. Ils vont se réunir après, ils vont se retrahir, c'est n'importe quoi. Mais à Scott Hall va gagner le titre US contre Piper dans la différence générale. Chouette équipe avec le géant, le Big Show. Mais avec un booking pareil, qu'est-ce que tu veux faire? À partir de 97-98, de toute façon, franchement, moi, personnellement, le seul truc dont je me rappelle de Hall à partir de 98, c'est que c'est lui qui donne un coup de taser à Goldberg. C'est vrai, et encore une fois, un C'est moment la- important c'est- dans le catch. Mais c'est le Scott Hall. seul truc dont je me rappelle. Scott Hall, pour moi, il ne fait plus rien à partir de 98. Alors, il y a cet angle où pendant Goldberg-Nash à Starrcade 98, Et quelle connerie, ça aussi. quel bon match. Oui, mais quelle connerie. C'est Et d'où Nash et Goldberg sont underrated. Si on fait un jour une émission sur les catcheurs underrated, pour moi, Goldberg, surtout Goldberg d'ailleurs, très underrated Goldberg. et Steve Goldberg. Il est super Steve. Bah, Franchement, il est question, dangereux, Goldberg. Oui, mais Non, mais sérieux, quoi. Moi, j'ai rien contre Goldberg. Stan fondamentalement, Hansen, mais il est dangereux aussi. Il a quand même sorti l'œil de Vader. Ouais, mais c'est dans une époque où au Japon, tout le monde est Steve aussi, quoi. Enfin, ils y vont tous comme des bourrins. Ça fait partie des codes du puro, quoi, à l'époque. Surtout dans le strong style. Et... Goldberg, Enfin, tu vois. très underrated. Il a Oui, fait des voilà. très bons matchs, Goldberg, mais personne n'en parle. Pour moi, Nash, il est rated comme il faut. Je l'ai Moi, pas je ni trouve, underrated moi, je ni trouve qu'il overrated. est un poil underrated. Un poil. Grosse feignasse, Kevin Nash.
Oui. Pour qu'ils prennent un bump, il fallait lui donner 100 000 $, Nash, c'est bon quoi. Oui, non, mais je suis. Et d'ailleurs, dans le bouquin de la mort de la WCW, ils disent que son plus gros bump en 10 ans, c'est le Finger Puck of Doom. Voilà, contre Hogan, 4 janvier 99, n'hésitez pas à aller voir ça, c'est incroyable. Mais non, Nash, pour moi, ouais, un peu underrated et Goldberg complètement. Et dans la WCW, dans tout son génie créatif, va décider de donner un nouveau gimmick à Scott Hall. Ça, si c'est Alors pas ça, incroyable. il faut en parler. Un nouveau gimmick à Scott Hall, à savoir Mais un bon. alcoolique où Scott Hall, comme dans la vraie vie, va tracer au ring avec un gobelet en plastique plein de bière et catcher bourré. Et ça, c'est à voir. Et franchement, c'est nul, mais faut le voir. C'est glauque. Avec Vincent, là, qui est derrière lui, qui fait le pote. Vincent, il a le rôle, Virgil, donc, de la NWO. C'est Sam. C'est Sam, et c'est le gars, comme on a un de nous deux qui va se bourrer la gueule, et qu'on va dire, je vais te dire, ou tu vas me dire, allez, faut rentrer maintenant. Allez, faut rentrer, faut y aller. Faut sortir du bar. Ouais, Quoi. non, mais nous, Vincent qui a ce rôle-là, quoi, et c'est hyper glauque, quoi. Oui, mais nous, il y a un con nous deux qui a ce rôle-là. Mais c'est hyper glauque, parce que c'est ce qui va coûter son mariage à Scott Hall, sa relation avec Cody Hall, avec sa fille Cassidy, les mois de rehab, et ils vont l'utiliser à la télévision. On parle très peu souvent des choses scandaleuses. Il y a eu, tu vois, t'as la mort de Paul Bearer exploitée dans la feud avec Punk et Taker, t'as la mort d'Eddie Guerrero exploitée dans la rivalité entre Orton et Mysterio, mais ça c'est chaud quand même, hein, quelque part, quoi, de faire de Scott Hall un bouffon Pour moi, ça, c'est encore pire. et de mettre de côté son talent pour l'afficher aux yeux du monde. Enfin, je comprends pas très bien C'est encore je comprends pire. pas très bien la logique du WCW à cette époque-là, quoi. Il n'y en a pas. Ne cherche pas. Il y avait plus. À partir de. C'est quoi? C'est 98, ça? 99? Mm. Il n'y a plus de logique déjà à cette époque-là. Il n'y a plus rien. Mm. WCW, c'est mort. À l'époque, c'est déjà. Il n'y a plus rien. C'est une coquille vide. WCW, ça marche juste sur sa popularité des 2 années d'avant. Mais Scott Hall, Ça tu veux ne me dire sert qu'il a plus à pas rien. assez de pouvoir à l'époque pour ouais, est-ce qu'il a baissé les bras? Est-ce qu'on a plus rien à foutre? Mais il en a. Mais quand tu es dépressif, alcoolique, Mm. et que tu arrives à ton boulot et qu'on te dit bah, tu vas aller avec une bière dans le ring, qu'est-ce que tu dis? Mm. Tu fais mais je m'en bats l'oignon. D'accord, je vais faire ça. Très bien. Et c'est loin d'être cocasse comme le géant qui fumait des clopes pendant ses Mais matchs. c'est pas drôle, mais même, Mm. même cette histoire-là, c'était incroyable, vu que c'était juste pour humilier le géant parce qu'il fumait, la belle affaire. Mm. Mais ça, c'est tout le problème de WCW qui croyait qu'à l'époque, tout le monde était sur Internet. Mm. C'était avant Vince Russo, puisque Vince Russo a surtout fait ça après, de croire que tout le monde était au courant de ce qui se passait dans le locker room. Et c'était pas vrai à l'époque. Et c'était pas vrai à l'époque, et c'est pas vrai aujourd'hui non plus. Mm. Tout le monde ne suit pas Internet, tout le monde ne va pas sur les sites de news pour savoir ce qui se passe dans les locker rooms. Mm. Et c'est complètement contre-productif, ça ne sert à rien, et ça renvoie juste un mec à ses démons quand il vient à son boulot pour se changer les idées, justement. Mm. Quand tu peux l'aider, justement, à être autre chose, comme Michaels à l'époque, quand il était complètement drogué et dépressif et qu'il arrivait dans le ring, c'était sa thérapie. Comment est-ce que tu peux aider un mec en lui rappelant juste pendant sa thérapie, entre guillemets, à l'époque, vu que c'est dans le ring où tu peux l'aider à se sentir mieux, et que tu fais, bah, tiens, en fait, dans le ring, ça va être ta vraie vie. Tu parles de la relation de Hall et Michaels. Dans le documentaire que je mettrai sur YouTube, dans la playlist, il y a un moment fou où Scott Hall explique qu'il est dans une chambre d'hôtel à plusieurs reprises avec Michaels. Apparemment, c'était lui et Michaels, les deux plus gros consommateurs de drogue de la clique. Ils y allaient comme des bourrins tous les deux à un point suicidaire. Et il y a eu plusieurs conversations apparemment où Scott Hall et Michaels se demandaient l'un à l'autre pour s'assurer que tout allait bien. Est-ce que ton cœur bat toujours? Genre, ils étaient complètement défoncés, assis sur leur lit, et ton cœur il bat toujours. Ouais, bon, ok, ça va. Et toi? Oui, ça va. C'est chaud, quoi. Et c'est une chose à mettre au crédit de WWE quand même, de toujours s'occuper de ses employés, de ses anciens employés. Ça fait Oui, du bien à leur mais- image aussi, ouais, ils dorment pas. Mais parce qu'il y a eu 25 morts et qu'à un moment donné, ils se sont dit, putain, il faut bien qu'on fasse quelque chose. Ouais, mais c'est pas WWE qui allait portrayer Scott Hall avec une bière, tu vois. Non, je suis d'accord, mais après aussi, WWE a bien fermé les yeux sur pas mal de trucs aussi à l'époque parce que c'était moins relayé dans les médias. Aujourd'hui, WWE, ils sont. Je sais pas s'ils le font juste parce qu'ils sont obligés. Ils le font dans tous les cas, c'est bien, on va pas leur cracher Ouais. dessus alors qu'ils le font, hein, c'est pas la question. Mais à une époque, ils l'ont pas fait alors qu'ils auraient très bien pu le faire. Le British Bulldog, Ouais, c'est vrai Ils- qu'il s'est ils- suicidé pendant des années. ils auraient pu aider le British Bulldog, ils auraient pu aider Kurt Hennig, ils auraient pu aider d'autres personnes. Ils auraient pu aider China s'il n'y avait pas eu. Là, tout le monde maintenant est là. China dans le fait, mais bien sûr. Mais c'est une putain de blague, ça, à un moment donné. China, ils auraient pas pu lui payer sa riab. Bon, ou à moins qu'on ne soit pas au courant qu'il l'ait fait.
Mais à un moment donné, ça c'est pareil, c'est les politics. Tout ça. Et c'est très bien parce que ça peut sauver des gens. Mais au final, celui qui a sauvé Scott Hall, c'est DDP. Donc bon, si tu vois, à un moment donné, c'est le chien qui se mord la queue, hein, toutes ces conneries. Scott Hall qui va se faire virer, encore une fois rattrapé par ses démons début 2000, à l'aube d'NWO 2000. Au début, ça c'était bien aussi. Ouais, mais après, il aurait dû se faire vraiment virer doucement. Il y a Alors- plein de shows où il a no-show et en fait, il a été suspendu avec sa paie. Et non, mais Scott Hall qui va se faire virer pour une raison quand même assez saugrenue. Non, c'est pas une raison saugrenue, mais l'histoire est bizarre. En fait, il se tapait la nièce du président de TNT. Ils ont fait une tournée en Europe. Et il est allé dans sa chambre d'hôtel en Europe avec une de ses ex. Il s'est fait gauler par la nièce du gars qui bossait chez TNT. Et c'est le patron de TNT qui a dit bah t'as fait ça ma nièce, t'es viré. Voilà, TNT qui diffusait Nitro et Scott Mais- Hall viré. Voilà. Preuve que WCW à l'époque n'avait. C'est pas aucune- WCW qui a Oui, viré mais, Scott Hall. mais preuve que donc WCW n'avait aucune idée de quoi faire à l'époque. Scott Hall, il aurait dû être viré un an avant, avec tout ce qu'il avait fait. Et Scott Hall, il se fait virer juste parce qu'il se tape une meuf. La belle affaire, quoi. Après, il y a une petite traversée du désert catchesque pour Scott Hall qui va faire un peu de Japon. 2 matchs à l'ECW qui ne seront pas diffusés. Je sais pas D'ailleurs, pourquoi, on a une nous question de- là-dessus. Ouais, on nous demande, parce que je pense pas qu'on lira les mails, même si merci de nous avoir envoyé tout ça, mais on n'aura pas le temps de lire. Mais on nous demande pourquoi est-ce que. Ah, je n'ai aucune idée, moi. Moi non plus. Je suis pas au courant. Mais je dirais l'alcool, hein, franchement. Après, c'est voilà, c'est un peu la réponse fourre-tout avec Scott Hall, mais je pense que 9 fois sur 10, si on nous demande pourquoi il a pas fait ça, l'alcool. Et, Et je pense que ça marche. et puis retour en fanfare à la WWF en 2002 pour Scott Hall et la NWO composée de Nash et Hogan. La storyline c'est Vince McMahon qui n'est plus le seul patron de la WWF. Veut tuer WWF en ramenant la NWO, donc Hall, Nash et Hogan, le trio originel. Et on va pas parler de cette storyline de merde qui impliquait aussi Mais surtout- Michaels, Non, qui mais impliquait si on Big va Show. parler de la première promo, franchement, Mhm. ils arrivent à No Way Out. Et les mecs, c'est eux qui ouvrent le show, ils font une promo de face, quoi. On n'est pas des bad guys. On est content d'avoir une deuxième chance. S'il vous plaît, donnez-nous une deuxième chance. Après, comment veux-tu pas popper Hogan, Nash et Hall quoi? Mais pourquoi est-ce que tu ouvres le show avec une promo 2 qui disent on n'est pas méchant, quoi. Et à la fin du show, bon, il y a The Rock qui se fout de leur gueule, ils viennent taper The Rock, bon, là, ben, ils tapent Austin aussi, voilà, dans le show. Mais pourquoi est-ce que tu ouvres le show en disant on veut juste une deuxième chance, merci Vince McMahon, il est trop cool, machin, ça fait plaisir d'être de retour. Alors qu'ils sont bien fait, ils ont bien violé Vince McMahon quand même en 96 quoi. Avec Hogan un peu plus tôt quoi. Bah, oui, bon, c'est du business à un moment donné. De toute façon, alors, Nash et Hall, oui. Et ils avaient donné leur parole comme quoi ils re-signeraient. Et puis en fait, bon, la parole dans le catch. C'est Jim Cornette qui le dit dans pas mal de shoot interviews. Vince McMahon, la seule erreur que Jim Cornette ait vu faire Vince McMahon, c'est de croire les gens sur parole. Pour lui, Vince McMahon, il n'y avait pas besoin de signer des contrats spécialement. Il serrait la main à des gens et il leur faisait confiance. Lex Luger notamment aussi. C'est pour ça que Lex Luger a été un peu de persona non grata pendant une bonne période de temps. Parce que Il est toujours plus ou moins là, hein, malgré tout, malgré toujours, le problème qu'il a. on l'a vu dans des documentaires, donc je pense que ça va peut-être un peu mieux. Savage, on saura jamais vraiment. Voilà, l'histoire, c'est pas le sujet. Mais après, non, ce retour, il n'y a pas plus anticlimatique que le retour de la NWO en 2002. Scott Hall qui va se retrouver dans un des 3 combats les plus importants de WrestleMania 18 contre Steve Austin, un combat qui a suscité beaucoup de controverses. C'est Steve Austin qui ne voulait absolument pas être aussi bas dans la carte et avoir Scott Hall. Mais le match est fun. Hein. Je kudos à Scott Hall qui prend les 2 plus beaux stunners que j'ai vu n'importe qui prendre. Il le vend mais génialement. J'adore. Sergent Slaughter, Sergent Slaughter. Le Sergent Slaughter c'est aussi. mon préféré, le Sergent Slaughter. Ah, c'est Scott Hall et Il est après plus Sergent stiff. Slaughter. Ouais. Sergent Slaughter est plus stiff. Scott Hall, il bum trop bien. Mais Nash qui n'est pas sur la carte d'ailleurs de WrestleMania 18. Il est blessé. je crois. Ouais. Le étonnant. fameux- La routine. Non, le tas, il arrive, après, ouais. il arrive en juin. Où il revient de blessure, justement. C'est son match de retour de blessure. Je crois qu'il avait une blessure au bicep, enfin, il avait une blessure au bras, Nash. Et il revient à Raw. Et c'est là où il se pète le genou, où il fait justement. Scott Hall, Steve Austin, WrestleMania 18. Mais moi, je comprends Austin. Hein. T'as The Rock qui se tape Hogan et lui, il se tape Austin. Il se tape Scott Hall.
Moi, je trouve pas que ce soit un déshonneur d'avoir Scott Hall. mais- Putain, ça met à 18, quoi. Mais Scott Hall, il est irrelevant Autrement, depuis 3 ans. t'aurais fait The Rock contre Scott Hall, ça aurait été pareil, quoi. Enfin, tu vois, The Rock, il aurait pas été content dans ce cas-là. Non, mais oui, mais la différence, c'est que The Rock, il a jamais rien dit. The Rock, il a jobé contre qui il devait jobber. Il a fait toujours. C'est The un Rock, company guy, ouais. exactement ce que j'allais dire. Sauf que j'allais dire man. C'était un company man. Moi, j'avais ça en tête. Austin, il a toujours bitché, il a toujours fait non, je veux pas. Moi, je vais affronter Undertaker. C'est mon copain Undertaker. Voilà, il a toujours. On peut dire tout ce qu'on veut de Steve Austin, mais c'est un gros bâtard aussi. A priori, il était insupportable. Hein. Quand même, le mec refuse de jobber contre Triple H. Hein. À SummerSlam 99, c'est pour ça qu'il perd le titre contre Mick Foley et que Mick Foley, Foley. il voulait, il y a un nombre de feuds qu'il a refusé où en fait lui il était non, Undertaker. Moi je veux affronter Undertaker, copain Undertaker. Ok. Donc bon bref. Donc Mais ce sera. mais Steve Austin, quand l'année d'avant, t'as WrestleMania 17, où c'est Steve Austin contre The Rock, les deux stars de la promotion, et que l'année d'après, t'as The Rock qui affronte Hogan, et que toi, t'es la deuxième grosse star de la promotion, et qu'on t'en fait affronter Scott Hall, ben moi je comprends que. C'est dire tout le stock, stock value qu'a perdu Scott Hall toutes ces années. Oui, ah ben oui, la double. Enfin. Regarde, franchement, de 99 à 2002, enfin 2002, même à 2001 jusqu'à ce que ça ferme WCW, Scott Hall, il fait quoi? Non, il était pas là. Il fait rien, il est en rehab, il est bourré, il a des accidents de voiture, il s'engueule avec sa femme, il no show, il fait rien, il n'y a pas une storyline, il n'y en a pas une de storyline avec Scott Hall en 3 ans. Et t'affrontes ce mec-là à WrestleMania, tu fais ok. Ok, c'est Razor Ramon. Il aurait même mieux valu, je pense, qu'il revienne en Razor Ramon, Scott Hall à l'époque. Scott Hall qui donc fera un passage éclair, il va vite partir de la WWE et ce sera la dernière fois qu'on le verra à moyenne ou grande échelle jusqu'à un passage que j'ai même pas envie Chez TNA de chroniquer, ouais, chez TNA, tellement Ça sert à rien. il y a The Band. Ça sert à rien, bah oui, non, on n'en parle pas, passe à autre chose. Mais je sais pas, quand même, tu te dis TNA qui ont remis Hogan, Nash et Hall. Il y a une histoire où Hall, je crois aussi, refuse des avances de Karen Angle ou Jarrett, je sais plus avec quelle était à l'époque. Là. Ah, j'en Et sais rien. voilà quoi, l'histoire c'est ce qui va trahir Nash, je crois. Enfin, c'est toujours Non, la mais même merde. c'est juste qu'à un moment donné, putain, on est en 2010 quoi. Quand ils arrivent les trois, remarque non, il y a les Kings of Wrestling. Oui, pardon. Avant avec Jeff Jarrett, ça doit être, c'est quand ça? C'est 2000, j'ai pas la date, Mais c'est juste qu'à un moment donné, putain, c'est toujours le même truc. Encore. Nash et Hall. Je veux dire, à un moment donné, en 99, on en avait plein l'oignon, quoi. Et t'arrives à TNA, tiens, on en a chez Hall, tiens, bah, on va les remettre ensemble parce que les gens, ils en ont pas plein l'oignon, quoi. Ça fait 10 ans qu'ils en ont plein le cul, et on va refaire exactement la même chose, quoi. Tiens, ben on a qu'à rajouter Hogan et X-Pac, et ça ira mieux, quoi. Non, ça ira pas mieux, on en a plein le cul. La NWO, moi j'adore la NWO, j'aime bien une réunion une fois tous les 3 ans chez WWE. Ça m'a 31, super. Voilà, c'était super parce que c'est une fois tous les 3 ans. Mais faire une storyline aujourd'hui avec ces 3 lascars, ça ne sert à rien. C'est 3 lascars, quoi. Oui, avec ces 3 lascars. Moi je suis comme ça, je bosse à leur monde. Street cred, quoi. Et voilà. Bon bref, non mais c'était en 2010, à un moment donné, tu fais une storyline en 2010 avec la NWO, mais réveille-toi quoi. On pensait pas qu'après ça, Hall pourrait aller plus bas en termes de démons personnels. Est-ce que tu crois qu'il l'a fait? Et ben oui, il l'a fait. Eh ben Et il s'est pas arrêté là. Et c'est ça qui est dommage. On est sur des pensées suicidaires, sur de plus en plus de crises cardiaques, de seizures. Mais il est allé chez TNA. Et Cherche pas. À un moment donné, Vince Russo quoi. et dans le documentaire dont je parlais aussi, il dit je mérite pas d'être en vie. Une époque, Scott Hall, c'est comme Jack Roberts, quoi. Ouais, c'est exactement ce que je veux dire. Lui, il a vu Beyond the Ring. Regardez-le d'ailleurs, Beyond the Ring. C'est ce que je viens de dire, Beyond the Mat. C'est pas Beyond the Ring, Fayant. Beyond the Mat. Non, faut le regarder. Et puis, bon, bah, il va être pris en charge par DDP plus tard. Là, c'est très récent. Là, on est en 2014, 2015, même. 2014. 2014. Parce que c'est 2015. Parle-nous du le Hall of DDP Fame. Yoga. Est-ce que tu es briefé sur ce qui s'est passé avec Scott Hall, Jack Roberts et DDP? DDP qui a sauvé Scott Hall de la mort, hein, c'est comme ça qu'on le. Mais il a sauvé Jack Roberts et Scott Hall, oui. Et ça a amené un chouette speech de Scott Hall, très mignon, Hall of Fame, où il dit Bad times don't last, but bad guys do.
Ouais. Ça, j'adore cette phrase, je la trouve Et super. en plus, son speech, il dure 10 minutes, Ouais. il est court, il est plutôt cool. À la base, il me semble bien que DDP, il avait juste prévu de faire un film Hmm. sur son yoga, justement, enfin, sur sa méthode, là, à la Mm. con, là. Enfin, pas à la con, justement, sa super méthode, pardon. Pour montrer les bienfaits de son truc. Et au final, eh ben, il en a juste profité pour sauver Scott Hall et Jack Roberts, quoi. Hmm. Et au final, c'est hyper marrant de se dire que DDP, quand même, c'est un mec qui a été combien de fois champion du monde? Enfin, Trois- non, ça c'est Booker T. 3-4 fois. Ouais, 3-4 fois, voilà. Il a été 3-4 fois champion du monde. Mais je pense que maintenant, ce dont on se rappellera le plus de DDP, c'est que c'est le mec qui a sauvé Jack Roberts et Scott Hall d'une mort prématurée. Hmm. Et c'est... Prématuré, je sais pas, quand même, ils ont tout fait quand même pour. Oui, non. Puis ils non, voulaient plus non, vivre, Non, surtout. mais ils sont miraculés, ces mecs-là. Ils auraient même pas dû arriver jusqu'au yoga de DDP. Ils auraient dû mourir au début des années 2000, ces deux mecs-là. Mais, au final, il les a sauvés, ils sont clean. Encore une fois, le truc là que j'ai vu sur le network, Table for Three. Il a la forme, Scott Hall. Hein. Il n'y a que Scott Hall qui cause. Nash, il a l'air défoncé. Je suis sûr qu'il est pété comme un coin. Il a dû faire une tournée de Pinot Noir juste avant. Il est pété comme un. Les trois, ils ont des lunettes noires. Ils sont... À table, donc. Il y a Waltman qui est. Nash, il cause. Vraiment, ce qu'on entend, c'est. Et il y a que Scott Hall qui fait vraiment c'était trop cool quand on faisait ça. C'est le seul à avoir la pêche quoi. Et c'est hyper cool de voir que au final Scott Hall aujourd'hui il a la pêche. Il est là, il est content d'être là. Et que putain mais quelle belle histoire quoi. C'est une super. Tu vois, c'est comme pour les mecs, même si j'y crois pas à tous ces trucs de trouver Dieu ou des bordels comme ça. Je parlerai pas spécialement de Michaels, mais un mec comme Sting, qui a priori, on n'est pas au courant du tout de tout ce qui s'est passé. Enfin, moi, je sais pas. Mais ce mec-là, a priori, genre en 99, il y avait sa vie personnelle qui tombait en lambeaux. C'était une merde, et il le dit lui-même. Sting, c'était une merde. Mais après, on saura pas. Enfin, moi, je sais pas. J'aimerais bien savoir, justement. Mais qu'il a été sauvé, tu vois, par un truc comme ça, c'est cool. Moi, je trouve que c'est des histoires cool de mecs qui ont eu des rédemptions qui aujourd'hui sont juste. Quelle que soit la raison qui les a emmenés à être bien aujourd'hui, c'est juste cool de voir des héros de notre enfance. C'est hyper égoïste au final, parce qu'au final, si demain Scott Hall y crève, on pleurera sur nous-mêmes. C'est comme tous les gens qu'on connaît de par la télé, on pleure pas pour eux, parce qu'on les connaît pas. Mais c'est hyper égoïste, mais moi ça me fait hyper plaisir de voir que ces mecs-là, ils ont retrouvé une deuxième jeunesse, ils sont bien aujourd'hui. Quelle que soit la raison, et moi Scott Hall, je pourrais l'écouter parler pendant des heures, et je suis bien content, et je vais finir ma bière en son honneur. Scott Hall, un immense catcheur, on a fait de notre mieux pour vous parler de son influence incalculable sur le catch américain contemporain, sur son charisme qui dépasse les générations, et sur une belle histoire, hein, comme tu le disais, de rédemption et de résurrection en tout cas. La question qui tue. Pour finir l'émission, C'est mon moment préféré tous les 15 jours. J'attends ça avec une impatience, les amis. Ouh là 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 là. Attends, j'allume une clope. très bien. Alors, c'est pas dedans. Alors, tu sais que j'ai cherché cette musique-là, la elle y est musique pas, du Garden, la musique du Madison Square Garden, de Michaels contre Sid. C'est pas Elle la est trop musique bien, de la cette question musique, qui tue, elle est très bien la musique de la question qui tue. Rabbi Mentor, Oui. chroniqueur, Shoot. analyste, expert en catch américain, Try me, bitch. co-animateur de la fabuleuse histoire du catch américain. Complètement. Pendant l'ère de la nouvelle génération, Mhm. est-ce que Razor Ramon, si on lui avait donné la chance, aurait été un meilleur champion que Kevin Nash? Je vois pas comment il aurait pu faire pire, donc je dirais oui. Oui. Je dis oui parce que franchement, vu les résultats de Nash à l'époque, même si c'est pas complètement sa faute, il a quand même été booké avec les pieds. Hein, c'est chaud, comment il est booké. Ouais, je pense que Scott Hall, c'était plus organique avec la foule que Kevin Nash. Kevin Nash, ça a été un peu la machine qui a été derrière lui. Au final, c'est hyper rushé son face turn. C'est Roman Reigns. Enfin, voilà, Kevin Nash, Roman Reigns, même combat. Donc, je dis oui. Plus profitable également, profitable, c'est en anglais mais pas en français, il aurait généré plus d'argent.
Scott Hall, en tout cas. Bah, je crois que ça aurait pas été dur. Hein. Il vendait plus que Nash, tu penses, en merchandising? Je pense que Céline aurait vendu plus. Et bien c'est là-dessus qu'on va terminer l'émission en tout cas. Merci à toute la communauté FHCA. Vous venez d'écouter la fabuleuse histoire du catch américain consacrée à la carrière de Razor Ramon Scott Hall. On se retrouve dans 15 jours pour parler des babyface les plus importants et comment être un bon babyface dans le catch américain. N'hésitez pas à nous donner vos réactions sur Facebook, sur Twitter, #FHCA. @FHCA Podcast, on est sur Mixcloud, on est sur YouTube. Si vous écoutez l'émission sur YouTube, checkez la playlist en haut à droite de l'émission, c'est le petit i. Je vais saluer Papy Rabi pour son intervention au début d'émission. Qu'est-ce que je suis pertinent! Merci Papy Rabi, merci à Céline tout à l'heure pour nous parler un petit peu, qui nous a parlé. Putain, j'arrive plus à parler, c'est fatigant cette émission, avec le casque sur les oreilles, le volume à fond, je suis crevé de la controverse autour de Razor Ramon et Goldust en tout cas. On est sur catch-news.com, merci à Marc Blondin également d'être venu nous lire les mails des auditeurs de la fabuleuse C'est moi histoire. et je remercie tout le monde de nous écrire encore nombreux toutes les 2 semaines, enfin sur l'étalage de 2 semaines. Et je suis désolé pour ceux dont on n'a pas eu le temps de lire les mails, mais sachez que c'était fascinant. Dans 15 jours, les babyface, je suis Norbert Feuillant, allez voir mon blog norbertfeuillant.voxcatch.fr, on est sur catch-news.com, YouTube, Mixcloud, et tout le bordel, et tout. Hey yo, gros bisous à tous, d'ici 15 jours, soyez mignons. Adios.